Bonjour et bienvenue. France Processus a accueilli deux collaborateurs de la Matmut, Christelle Coutenet et Brahim Jawari. Ils ont participé au déploiement sur un périmètre donné de la démarche processus au sein de la Matmut et ils nous ont présenté leur retour d'expérience. Nous accueillons la Matmut avec Christelle Coutenet et Brahim Jawari. Le sujet, c'est un sujet qui manifestement a motivé beaucoup de gens, puisqu'il s'agit de mettre en place une démarche processus. C'est la conférence en fait un retour d'expérience. Et on va voir qu'en fait la démarche est assez intéressante dans la mesure où c'est le métier qui a éprouvé le besoin de rapprocher ces risques et la carte processus. Donc, Christelle est responsable du pilotage des processus à la Matmut. Elle y est depuis 2006 et elle est certifiée CBPP, Black Belt, manque de France processus. Enfin, elle est parfaite, quoi. Et elle est également enseignante à l'IAE de l'UVSQ, de Versailles-Saint-Quentin. Avec Fabrice. Brahim Jawari, lui, est l'acteur métier de la démarche. Il a un parcours commerce, droit, auditeur interne et je crois représente les risques dans ce projet qui est stratégique pour la Matmut. Ouais. Christelle, Brahim, à vous. Oui. Eh ben, c'est moi qui vais reprendre la main. Merci Sophie. Effectivement, si vous avez des questions, des observations, des bonnes pratiques, des écueils à partager, surtout n'hésitez pas parce qu'on est très preneurs. Donc, on est vraiment ravis avec Brahim et les collègues de pouvoir vous présenter notre projet de construction d'une démarche de pilotage par les processus. Et on compte sur vous pour continuer à enrichir cette démarche qui, nous en sommes sûrs, va être une vraie réussite au sein de la Matmut. Voilà. Avec Brahim, on vous propose un agenda qui se compose de 5 points. Le premier, on va vous faire un rapide tour d'horizon de la Matmut, même si on se doute bien qu'on n'a pas besoin de présenter notre groupe. Ensuite, je passerai la parole à Brahim qui dira ce qu'il a amené à vouloir s'engager dans une démarche processus. Il fera part de son besoin initial qui était axé sur une amélioration de la maîtrise des risques, mais finalement et très vite, son enjeu a été de s'orienter vers une démarche permettant de piloter l'intégralité de la performance et ça sous tous ses angles. Et au préalable, il présentera quand même la direction dans laquelle il travaille pour que chacun d'entre vous puisse bien resituer le périmètre dont il est question. Après, je reprendrai la parole pour vous présenter la réponse qui a été apportée par le pilotage des processus par mon équipe. Vous le verrez que je vais présenter comme un centre d'excellence opérationnelle. Donc, face aux besoins exprimés par Brahim, j'évoquerai avec vous la proposition de valeur qu'on lui a faite et qu'il a acceptée. Au préalable, je vous ferai un petit moment de pub pour vous présenter l'offre de service de mon équipe. Il y a beaucoup de matmusiens autour de la table, donc ça ne mange pas de pain de rappeler ce qu'on propose à l'ensemble des collègues. Et je terminerai cette partie-là sur les ingrédients clés qui nous laisse à penser, et on en est convaincu, que la démarche qu'on est en train de construire sera une réussite. On a pu identifier un certain nombre d'atouts, notamment chez les collègues, qui nous laissent dire qu'on est très, très bien engagé. Donc ça, je l'évoquerai avec vous quelques instants. En 4, on abordera vraiment le dur du sujet, la mise en mouvement, parce que c'est bien d'avoir des idées, mais il y a pas mal de choses à construire. On l'a fait de manière complètement collaborative, coopérative, transverse et de manière progressive. On a abordé le sujet en mode projet. Donc, je vous présenterai les acteurs, qui ne cessent d'être de plus en plus nombreux au fur et à mesure qu'on avance. Brahim vous évoquera les objectifs poursuivis par le projet, en fait. C'est pas mal utilisé en agilité, en fait. On aura réussi, si, Brahim. Et puis, on terminera cette partie-là avec une timeline, pour vous montrer concrètement quelles ont déjà été nos réalisations dans notre approche petit pas, ce qui nous reste à faire d'un point de vue encore macro sur 2023. Et puis, en dernier point, on veut vous montrer concrètement, on vous fera voyager dans notre hub, dans notre environnement de partage, pour vous montrer déjà la production qui a été réalisée. Et on vous propose également d'écouter les témoignages de quelques collègues, c'est pour ça que j'ai essayé d'être le moins bavarde possible, des collègues contrôle interne, Émilie, qui est la collaboratrice de Brahim, qui a été totalement investie dans le projet, Manuel, qui travaille avec moi et pareil, qui s'investit à mort sur le sujet,
Voilà, on trouve intéressant aussi de donner la voix à ceux qui ont fortement contribué à ce projet-là. J'enchaîne tout de suite, j'ai déjà été trop bavarde. Alors, attendez. Hop. Et voilà, donc la Matmut, pour démarrer, quelques éléments sur la Matmut. Alors, je vous ai mis des éléments qui sont d'ordre institutionnel et que vous pourrez retrouver sur Google ou sur le site de la Matmut. Juste en quelques mots, et pas pour reprendre les éléments qui figurent, la Matmut, au bout de, après 60 ans, plus de 60 ans d'existence, la Matmut aujourd'hui est un acteur majeur sur le marché de l'assurance en France. Voilà. Donc financièrement, on a un groupe très solide. On est également un groupe qui propose une protection de qualité et un panel d'offres complètes à tous et en réponse aux besoins de chacun. Donc ça, c'est hyper important avec un sociétariat qui est très varié. Ce que je n'ai pas noté, c'est que la Matmut, depuis plus de 60 ans, elle s'appuie sur des valeurs fortes qui reposent sur son modèle mutualiste. Et ça, avec une conception historiquement humaine et solidaire de l'assurance. Ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, on a formalisé en 2021 notre raison d'être qui formalise les contributions que la Matmut entend apporter aujourd'hui et demain aux défis sociaux, sociétaux, environnementaux, économiques qu'on a tous à vivre en France aujourd'hui et pour les années à venir. Donc ça, c'était aussi important de resituer le modèle mutualiste dans lequel la Matmut est vraiment ancrée depuis sa création. Et puis voilà, je vous ai mentionné notre plan stratégique 2021-2023, voilà, qui reprend toutes ces valeurs et qui fait que la Matmut est un groupe qui nourrit et qui poursuit bon nombre d'ambitions au service de ses sociétaires, puisque je le rappelle, la Matmut est une mutuelle et elle appartient à ses sociétaires et n'a pas du tout d'actionnaire. Voilà, donc une présentation assez rapide mais complète. Et juste pour terminer sur la présentation de la Matmut, c'est un collectif de 6500 collaborateurs. Voilà, pour certains c'est peu, pour nous c'est beaucoup. Il y a un certain nombre de collègues autour de cette table virtuelle, donc chacun concourt au poste qu'il occupe à s'inscrire dans la stratégie de la Matmut, partage les valeurs mutualistes de notre beau groupe. Voilà, tout ça dans une ambiance et dans une perspective qui est hyper valorisante. Sous l'angle plutôt sociétaire, proximité, la Matmut bénéficie de 480 agences, voilà, réparties sur tout le territoire. On a également 4 plateformes de relations sociétaires multicanales. Et là, on va être sur le périmètre de Brahim. Et nous avons aussi 6 plateformes de gestion sinistre. Voilà. J'enchaîne. On est toujours dans la partie 1. Je vous ai présenté la Matmut. Il me semblait intéressant d'aborder un peu notre contexte interne sous 2 angles. D'abord, quelle est la maturité de la Matmut s'agissant du pilotage de la performance par les processus. Et le deuxième élément de contexte, c'est la gestion des risques, tout simplement. Donc, je vais essayer d'être très rapide. Là, vous voyez sur ce que je vous ai mis sur cette planche, on avait fait avec Manuel, qui est parmi nous, on s'était appuyé sur une grille qui était proposée à l'époque par le Club des pilotes de processus, une grille qui permettait d'évaluer le niveau de maturité des entreprises en matière de pilotage par les processus. Donc, on s'était auto-évalué avec Manuel. Donc, ça vaut ce que ça vaut, c'est une évaluation à dire d'expert. Et finalement, on s'était trouvé pas mal en 2021, puisqu'on était au niveau 2, sur une échelle de 1 à 5. Voilà, un petit peu au-dessus de la moyenne, enfin en tout cas de ce qui ressortait de l'observatoire de 2019-2020. Voilà, on se trouvait pas mal, mais ça nous permettait de nous donner, avec cette auto-évaluation, un point 0. Voilà, en se disant, qu'est-ce qu'il faut qu'on travaille? Et force est de constater, là aujourd'hui, on est en 2023, avec Manuel, on en a discuté, on a des initiatives qui ont été réalisées, qui sont en cours au sein du groupe, qui démontrent qu'on a franchi un gap de maturité. Alors, je ne dis pas qu'on est au niveau 3, mais qui démontrent qu'on a avancé sur un certain nombre de critères. Voilà, là, il y en a 9, donc on a avancé. Je vous ai cité quelques initiatives. La première, c'est la volonté, peut-être un peu parcellaire, mais d'initier une démarche où on affecte en responsabilité des processus. Donc, c'est notamment le sujet qu'on va évoquer avec Brahim. Mais on a aussi une autre petite initiative sur un autre périmètre, et normalement la collègue Sarah,
est parmi nous et elle sera notre première process owner voilà, sur un périmètre processus support. Ce qu'on fait depuis des années avec Manuel, c'est qu'on partage les modélisations qu'on peut réaliser au gré de nos travaux et ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes de collègues dans notre direction à la DGAOSI qui, dans le cadre de projets, ont besoin de bénéficier de modélisation de l'existant. On a d'autres collègues qui, même comme Brahim, nous demandent qu'est-ce que vous avez sous le coude qui pourrait nous intéresser. On a de plus en plus de demandes de gens intéressés pour savoir mais comment ça se passe aujourd'hui. Ce qu'on fait aussi avec Manuel depuis à peu près 2 ans, c'est qu'on met à disposition des licences de modélisateurs dans notre environnement Signavio. On a acheté 10 licences et régulièrement, on les prête de manière unitaire parce que des collègues ont envie de décrire de manière visuelle le fonctionnement des activités sur tel ou tel périmètre. Et on a de plus en plus de demandes. Voilà. Et puis, l'approche processus intègre de plus en plus notre méthodologie projet à composante IT. Ça, c'est une très bonne chose, particulièrement sur des projets majeurs, voilà, des projets de refonte, de transformation de processus. Voilà. Et puis, côté DSI, on s'intéresse à nos clients internes, notamment par un jeu de mesures de satisfaction qui déclenche derrière des plans d'action d'amélioration continue. Voilà. Donc, un petit panel assez rapide pour vous montrer qu'on gagne en maturité à la Matmut et on est toujours dans une approche petit pas. J'enchaîne sur le deuxième élément de contexte, la gestion des risques. Alors, je ne vais pas trop m'attarder parce que je ne suis pas une spécialiste en la matière et je sais qu'autour de la table, il y a pour le coup des experts. Simplement pour vous dire la gestion du risque, et c'est une évidence, c'est quelque chose qu'on vit, nous, organismes d'assurance, ça depuis toujours. On a intégré ça dans nos modes de fonctionnement, dans nos gouvernances, depuis fort longtemps. Et la gestion des risques, c'est une réalité qui s'est accentuée avec une réglementation qui est Solva 2. Voilà. Notamment avec la mise en place d'une fonction risque, d'une fonction clé, gestion des risques. Voilà. Donc, on a un cadre réglementaire qui est de plus en plus contraint. À côté de ça, on a une autorité de contrôle, la CPR, voilà, qui derrière vient nous challenger. Le mot est un peu faible, mais pour vérifier que nous, en tant qu'assureurs, voilà, on a une bonne, voire une gestion des risques qui se veut efficiente. Parce que n'oublions pas, nous sommes assureurs, nous achetons des risques. Et que moyennant l'encaissement d'une prime ou d'une cotisation par nos assurés, on s'engage à verser une prestation ou à réaliser un service quand un sinistre survient. Donc, on a quand même de très lourdes responsabilités, d'où une gestion des risques qui se veut à la base contrainte, mais Brahim le démontrera, qui se révèle une opportunité pour le sujet qui nous préoccupe. Et puis, si on reste sur la gestion des risques, nécessairement derrière, il y a du report, il y a la publication d'éléments, notamment la cartographie des risques opérationnels. Et donc, si on parle de risque, forcément, on pense au processus. Il y a un lien direct entre les deux. Un risque, c'est un événement qui, s'il survient, va venir impacter le bon fonctionnement de nos activités et donc peut potentiellement avoir un impact sur l'atteinte de nos objectifs. Donc ça, nécessairement, nous, côté pilotage des processus, on l'avait en prisme. Et notre direction des risques contrôle interne à la Matmut, forcément, l'avait également vu pour l'intégrer dans sa cartographie des risques. Et on a travaillé ensemble à monter un cadre de classification du référentiel des processus Matmut. On a avancé sur le sujet. Après, on a eu, je ne dirais pas des divergences, mais on a eu un petit écart dans nos grilles de lecture parce que la direction des risques avait une vision quand même très macro par rapport aux objectifs qu'elle pouvait poursuivre. Et nous, on avait une logique qui était plus tournée vers les directions opérationnelles avec une logique client. Le groupe est très grand. On a des segments de clientèle qui sont différents. On a des offres et services qui sont très diversifiés. Et donc, on avait éprouvé, nous, le besoin d'aller plus finement en s'appuyant sur une logique client, de distinguer le client et la promesse qu'on pouvait lui faire. Voilà. Donc, on avait mis un peu en stand-by notre façon de voir et nous, on a poursuivi à travailler avec les métiers. Et c'est en 2022 où Brahim et son équipe a exprimé un besoin, justement, parce qu'ils ont très rapidement vu également le lien entre processus et risque. Et le besoin a été exprimé de pouvoir représenter les risques
sur le périmètre des PRS, sur la cartographie des processus pour encore mieux les piloter. Voilà. Donc, je vous ai mis un petit dessin. L'idée derrière, c'est d'avoir une vision précise, fine, partagée et de pouvoir piloter en continu ces risques, ces éléments de maîtrise par la mise, le cas échéant, la mise en place de plans d'action d'amélioration. Voilà. Donc, une fois ce contexte posé, je vais laisser la parole à Brahim qui va exprimer ce qu'il ressent. À toi, Brahim. Merci Christelle. Vous m'entendez bien? C'est bon? Super. Tu m'entends, Christelle? Oh, super. Je t'entends, Brahim. Donc, oui, on t'entend bien, Brahim. Nickel. Donc, effectivement, une fois un peu ce cadre posé par Christelle, en tout cas dans l'environnement dans lequel on est, on souhaitait, avant d'aller voir les attentes et les objectifs opérationnels, poser un peu le cadre organisationnel et surtout opérationnel de notre entité, donc des plateformes téléphoniques. Donc aujourd'hui, nous gérons des plateformes de conseillers en assurance qui distribuent des produits en assurance. Donc, c'est des conseillers qui vendent des contrats auto, assurance habitation, santé, scolaire, afin de répondre en tout cas aux besoins exprimés par nos sociétaires, par notre sociétariat, mais aussi par des prospects. Donc, on réalise ça par téléphone principalement. On fait également aussi des actes dits de gestion de contrats, donc des avenants. On peut émettre des attestations, on renseigne nos clients sur leurs contrats, voire jusqu'à la résiliation, même si on le souhaite de moins en moins, à destination de notre sociétariat. Et l'objectif, il est là. Il est de répondre en tout cas à ces demandes-là par téléphone. On a deux segments d'activité qui sont le particulier et le professionnel. Et donc, si on se projette sur un domaine processus, parce qu'on est ici pour parler des processus, on a deux domaines de processus qui sont la vente et l'avis de contrat. Donc, pour résumer, en fait, nos conseillers répondent à des demandes de flux dits chauds, donc comme je l'ai dit, principalement du téléphone, mais aussi font de l'accompagnement sur des parcours digitaux. Donc, lorsque nos sociétaires ou prospects sont sur notre site Internet, s'ils veulent avoir un conseiller au téléphone, on est en capacité de reprendre la conversation et puis derrière de les accompagner jusqu'au bout de la démarche. On est aussi là pour soutenir nos réseaux dits physiques, nos réseaux d'agences sur lesquels on est en capacité d'aller positionner des rendez-vous lorsque le sociétaire ou le prospect le demande. Tu peux y aller. Hop, vas-y. Donc, si on parle d'un point de vue organisationnel, donc on se situe au sein de la direction de la distribution. Donc aujourd'hui, celle-ci est sous la responsabilité de Nathalie Ciornet, qui est notre sponsor sur la démarche. Donc elle nous soutient amplement sur cette démarche de matérialisation des processus des plateformes. Et au sein de cette direction, on a pas mal de sous-entités. Donc on a des entités de réseau dit physique, réseau des agences, mais aussi des conseillers pros qui sont sur le terrain. On a une fonction support avec un pôle de coordination, mais aussi d'animation de ces réseaux, animation commerciale. Et on voulait mettre en exergue, avant de faire un focus sur les plateformes, parler du pôle de Laure Bleusville, qui est ici présente avec nous, qui est responsable du pôle de conformité et de contrôle interne et de qualité, avec qui on a beaucoup travaillé. Donc, comme l'a dit Christelle, aujourd'hui, on est dans une entreprise qui est soumise à une forte réglementation et la réglementation nous demande un certain nombre de sujets, notamment la mise en place de reporting, de cartographie, sur lequel nous, côté opérationnel, nous devons amener des réponses de premier niveau. Et donc, l'équipe de l'Eure est en charge, en tout cas au sens solvabilité 2, et garante de cette conformité. Donc, très rapidement, on l'a sollicité pour pouvoir travailler avec nous. Vas-y. Juste, Brahim, est-ce que tu peux communiquer le nombre de collaborateurs qu'il y a au sein de la DGARS par rapport, ça va permettre de resituer par rapport à la taille du groupe? Ok, par rapport au groupe, on est 6500 et donc la moitié des effectifs sont portés par la direction de la DGRS. Et sur la partie distribution, on est environ 2000, un peu moins de 2000 personnes qui contribuent à la distribution et à la vente de ces contrats. Grande direction. Voilà, exactement. Et donc là, si on fait un focus plus précisément sur les plateformes dites téléphoniques, comme vous l'a dit Christelle, on a 4 plateformes téléphoniques. Donc aujourd'hui, c'est la responsabilité de Jean-Christophe Alétru, qui doit être dans l'auditoire et que je salue.
Donc aujourd'hui, c'est 4 plateformes situées en France, donc une plateforme à Lyon, une plateforme à Rouen, une plateforme à Saint-Pierre-de-Varengeville, c'est une petite ville à côté de Rouen, et une plateforme à Saint-Cyr-sur-Loire, donc à côté de Tours. Et donc sur cet aspect opérationnel, on a une organisation qui est similaire sur chacun des sites. Donc on est composé d'un responsable de site qui lui a la responsabilité d'équipes. En règle générale, on a 4 équipes par site, sauf à Saint-Pierre-de-Varengeville où ils sont 5. Et donc, ces responsables d'équipe ont la direction de conseillers en assurance. Environ sur l'ensemble des plateformes, ça fait 170 conseillers en tout. Et donc, en parallèle de cette organisation opérationnelle, on va avoir des fonctions d'e-support spécifiquement aux plateformes. Et donc là, c'est mon équipe. Et donc, mon équipe va aider ces plateaux sur des opérations dites transverses. Donc, on a un certain nombre d'opérations à réaliser, notamment des opérations de supervision. Donc, dans le cadre d'organisation en plateforme téléphonique, on doit s'assurer du bon dimensionnement des équipes, de leur planification, de la supervision des plannings. On a aussi des fortes opérations sur la partie RH et formation. Donc, on est une activité régulée. Donc, on doit certifier en tout cas les opérations réalisées par nos conseillers, donc via des formations. Donc, on a un plan de formation assez structuré qui doit être suivi dans le temps. On a aussi une personne qui est en charge de la maintenance, donc s'assurer que l'ensemble des collaborateurs ont les bons outils et que tout cela fonctionne. Et sur chacun de ces sites, moi j'ai un animateur qu'on appelle un RTM, et cet animateur donne le premier niveau de réponse auprès des équipes, que ce soit d'un point de vue technique, mais aussi commercial. Alors, j'ai passé outre la partie processus, et pour finaliser avec ça, c'est que aujourd'hui, dans mon équipe, j'ai une personne qui me l'a dit, Christelle, qui est en charge de suivre l'ensemble des processus, de la qualité de ces opérations-là et surtout de la conformité de ces opérations-là, en la personne d'Émile Maillard, qui apportera son témoignage en fin de plénière. Donc, on s'est appuyé sur elle pour pouvoir mener à bien le projet. Donc, on était à l'initiative de ce projet. Et donc, elle est garante aujourd'hui au quotidien, en tout cas à mon niveau, que l'ensemble de la démarche processus soit bien implémenté et que l'ensemble des acteurs, en tout cas à notre niveau, comprennent leur rôle et mettent en place le bon état d'avancement du projet. Et donc là, on arrive aux objectifs et donc aux enjeux. Et donc là, ça a été important. Alors, pour rappel, dans la présentation de Sophie, je suis arrivé sur le périmètre plateforme téléphonique en septembre 2021. Mon responsable, Jean-Christophe, est arrivé en novembre 2021, donc on était tous les deux nouveaux sur le périmètre, en tout cas sur ce périmètre d'opération PRS. Donc, très rapidement est née la volonté pour nous de bien comprendre les opérations réalisées par les conseillers. Donc, au final, on s'est posé la question, quelles étaient les opérations. Donc, on s'est mis autour de la table, on a sollicité fortement les équipes en présence, que ce soit Émilie, mais aussi les RTM. Et donc, on a initié cette démarche de vouloir, on va dire, formaliser en tout cas ces opérations. Donc, déjà, dans un but déjà de comprendre, et puis très vite, de gagner en amélioration, et puis surtout en simplification. C'était le maître mot de simplifier. Et lorsqu'on commence à poser des opérations, en tout cas des processus assurantiels, très vite vient l'aspect réglementaire. On est dans une activité où la réglementation est très forte, et donc on a pris le parti de pas élucider, de pas mettre de côté cette notion-là et d'intégrer tout de suite la vision réglementaire à nos travaux, pour être sûr que dans la maîtrise des opérations des risques et en fait de ce qu'on rend compte auprès de l'OR, donc du pôle contrôle interne, que cette démarche soit bien intégrée dans notre réflexion. Et ça a été en tout cas le maître mot pour nous, en fait. C'était de dire aujourd'hui, on veut tourner ces opérations vers de l'amélioration, de la simplification, tourner sociétaire, pour être sûr qu'on soit aux attendus de nos sociétaires, avec les éléments qui soient concrets. Et donc, derrière, essayer d'aller chercher de la maîtrise des risques, de la qualité, de la performance économique, être sûr que les délais sont bien impartis, parce qu'on est sur des plateformes téléphoniques, donc les durées de traitement sont très importantes, et la satisfaction aussi de nos collaborateurs, simplifier leur vie. Et donc, à partir de là, lorsqu'on a posé ce cadre-là, on s'est mis face à nos enjeux stratégiques et à nos enjeux opérationnels pour centrer cette démarche vers le sociétariat. Et derrière, dès que la partition était posée, il fallait trouver des musiciens, une chef d'orchestre.
Et donc, on s'est tourné vers un monsieur qui s'appelle Monsieur Barrault, Bruno Barrault, qui est le responsable de l'organisation. Et en fait, comme moi, j'avais travaillé sur le projet stratégique Smart juste avant, on s'était déjà rencontré avec Christelle, hein. Et j'ai tapé à sa porte et je dis, il nous faut un peu de compétences là. Donc, on avait commencé avec Émilie à modéliser sur un outil qui s'appelait Miro, mais très vite, on s'est aperçu qu'il nous fallait un peu plus que de simple modélisation. Il fallait comprendre la démarche et sûr qu'elle soit structurée dans le temps avec une réelle méthodologie. Donc, c'est pour ça qu'on a toqué auprès de Christelle et celle-ci est venue nous soutenir avec ses équipes. Je te redonne la main sur la réponse. Ouais. Alors, Christelle, ça va être surtout Manuel, qui est dans mon équipe, Manuel Tillot et Sylvie Potel. Voilà, j'ai le plaisir, moi, de faire cette intervention. Mais en fait, tout le mérite en revient. Brahim, tu es d'accord vraiment à tous ceux qui sont au quotidien investis. Brahim a prévu, d'ailleurs, à la fin du support, il a noté tous les contributeurs actuellement investis sur le projet. Personne n'a été oublié. Voilà, donc Brahim vous a présenté ses ambitions, d'abord sous l'angle risque, mais en fait avec une ambition qui se révèle plus large, fait de vouloir mettre en place une démarche processus sur le périmètre des PRS, donc on est sur 200 collaborateurs. On a été mis en relation, c'est vrai qu'on se connaissait plus ou moins de loin, mais on n'avait jamais eu l'occasion de collaborer ensemble. Et ouais, ça tombait bien parce que il a tapé à la bonne porte. Alors, avant d'évoquer avec vous quelle est la réponse qu'on lui a apportée, je voudrais vous faire un petit focus sur mon équipe, sur le pilotage des processus, qui est une équipe de 9 collaborateurs qui a été créée il y a 5 ans. Et c'est vraiment une équipe dont la vocation et les missions sont au service d'un triptyque de bénéficiaires que sont le groupe, les collaborateurs et les sociétaires. Voilà. On est vraiment, donc l'équipe depuis 5 ans fait tout pour soutenir, accompagner les collègues. Alors vraiment dans tout le groupe, on n'a pas notre territoire de jeu, c'est tout le groupe. Donc l'équipe soutient et accompagne les collègues dans la détermination et la mise en œuvre de leurs projets d'amélioration continue pour atteindre leurs objectifs, mais toujours dans une logique de performance et bien entendu avec un total alignement avec la stratégie d'entreprise. Alors, cette belle équipe de 9 collaborateurs, elle a plusieurs forces. Elle en a notamment 2. La première, c'est son savoir-faire. Son savoir-faire autour de 3 pratiques que je vous ai citées, le Lean Six Sigma, le BPM et la qualité. Voilà. On en est super fiers parce qu'on est parti, on va dire, de rien. On a été passionnés dès le début, on s'est beaucoup auto-formé, puis après on a bénéficié de formations, notamment grâce à l'AFNOR et à Michel et Jean-François qui ont été nos formateurs. Donc toute l'équipe est certifiée Green Belt et dans l'équipe on est 3 à être Black Belt. Pas encore certifié, mais c'est pour bientôt, mais on peut s'afficher en tant que Black Belt. Emmanuel fait partie de cela. Côté BPM, c'est pareil, on a aussi suivi beaucoup de formations, notamment sur le volet modélisation pure en BPMN. Et puis, l'équipe a aussi suivi des formations certifiantes CBPA. Et moi, je suis certifiée CBPP, comme l'a dit tout à l'heure Sophie. Et j'en profite pour faire un moment de pub, mais vraiment en toute sincérité. Si vous êtes vraiment intéressé et passionné par les processus, prenez le temps d'aller regarder ces formations. Elles sont de très grande qualité. Vous apprendrez plein de choses et elles sont dispensées par des formateurs, mais alors qui non seulement sont experts, mais qui font preuve d'une humilité telle que c'est un vrai plaisir d'apprendre à leur côté, de monter en compétences. Donc, c'était mon moment de pub parce que vraiment, il faut y aller. Et puis, la troisième pratique, c'est la qualité. Donc, ça, c'est la première force, c'est le savoir-faire de l'équipe. Mais derrière l'équipe, c'est aussi sa force et son savoir-être. Voilà. Alors, un savoir-être tourné vers l'amélioration continue qui s'appuie vraiment sur 2 leviers que sont l'humain et le bon sens. Voilà. On est vraiment tourné vers les autres et je voulais vous lire un extrait de l'article de Fabrice que j'ai fortement apprécié et qui est parmi nous parce qu'en fait, c'est un extrait qui correspond vraiment à ce que ressent et à la culture de l'équipe. On a vraiment une culture de service et de satisfaction réciproque, collègues, clients, partenaires. C'est ce qui permet de guider les comportements et les décisions de chaque membre de l'équipe. Et je terminerai en disant, ce qui m'importe avant tout,
c'est de faire la satisfaction de ceux à qui je délivre quelque chose. Donc, merci Fabrice, parce que tu as su mettre des mots sur ce que ressent mon équipe, sur ce qu'elle vit au quotidien et sur ce qu'elle veut délivrer depuis 5 ans. Voilà. Donc, fort de tout ça, excusez-moi, j'ai avalé un chat. L'équipe propose une offre de service, comme tout centre d'excellence opérationnelle pourrait présenter, une offre de service qui s'est enrichie au fur et à mesure des années, parce qu'on a monté en compétences. On a commencé par plutôt sur le lean, sur de la résolution de problèmes simples. Après, on a été plus high level, on a été sur le diagnostic et l'analyse de la performance de processus. On intervient de plus en plus sur la mise en place d'une culture amélioration continue, centrée processus. Voilà, on forme à la modélisation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on crée des licences. On essaie d'autonomiser les collègues justement à la résolution de problèmes, à essayer d'enclencher des démarches processus. Voilà, tout ce qui fait le collectif et qui s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Vous pouvez venir nous trouver. On est là. Donc, voilà sur mon moment de pub pour vous présenter l'équipe. Et donc, Brahim est venu nous trouver et ses ambitions nous ont fortement intéressés sur le périmètre de l'équipe, mais plus largement sur le périmètre du groupe, parce qu'on s'est dit que ce serait une hyper belle occasion de pouvoir initier sur un petit périmètre des travaux pour construire et mettre en œuvre une démarche processus. Parce que n'oublions pas, voilà, l'équipe est montée en compétences depuis 5 ans, mais aujourd'hui, le groupe ne pilote pas sa performance par les processus. Donc, voilà, trouver un petit périmètre où on peut apprendre aussi en marchant, c'était une très belle opportunité. Et sincèrement, depuis plusieurs mois, c'est une magnifique aventure. Donc, sur la proposition qu'on a pu faire à Brahim, je vous l'ai mise en 3 points. La première, c'est que moi, j'aime bien le petit dicton qui dit copier, améliorer. Donc, pourquoi inventer la poudre quand elle existe déjà? Et la première proposition qu'on a faite à Brahim, c'est qu'on lui a dit, OK, on peut t'apporter un bagage méthodologique, on peut t'apporter notre enthousiasme, notre dynamisme, notre volonté à acculturer les collègues à une démarche d'amélioration continue. Mais pour tout ça, on pourrait peut-être s'appuyer sur un modèle qu'on connaît et qui a été créé par le Club des pilotes de processus. Voilà. Et je vous ai mis le petit slogan « Connaître pour agir, agir en toute connaissance ». Voilà, ça existe. Il a été inventé, créé par des experts en la matière. Et ben, autant le prendre comme modèle. Après, on s'autorise à ne pas le suivre précisément, mais à s'en inspirer très fortement parce que ça nous a donné une très belle base de référence. Donc ça a été le premier élément de la proposition qu'on a faite à Brahim. Le deuxième élément structurant, c'est effectivement, impérativement, on a émis le souhait que cette démarche de pilotage par les processus, elle se fasse vraiment sous l'angle de toute la performance, sous tous ses prismes, et pas uniquement sous l'angle maîtrise des risques. Voilà. Vous voulez profiter de cette occasion pour avoir une vue 360 et aller vraiment sur du pilotage de la performance complète par les processus. Et le troisième volet dans notre proposition qui nous semblait indispensable, c'était vraiment de se poser et de ne pas perdre de vue qu'il fallait prévoir et mettre en place l'accompagnement au changement, parce qu'on a 200 collègues concernés, on veut les impliquer, on veut qu'ils comprennent, on veut les écouter, on veut aller vers une démarche qui se fasse en douceur, sans brutalité. On n'est pas sur de la transformation, mais pour autant, on s'est dit qu'il fallait vraiment mettre en place un plan d'accompagnement au changement par des réunions d'information, par de la formation, par du feedback, par des enquêtes de satisfaction, etc. Donc, c'est tout ça qu'on a démarré et qu'on va continuer à mettre en place de manière de plus en plus intense au fur et à mesure qu'on va avancer. Et je vous le disais tout à l'heure, quand je vous présentais l'agenda, donc on a fait une proposition à Brahim et on était hyper enthousiastes et on l'est toujours autant. Parce que quand Manuel particulièrement a entamé sa phase de découverte et de diagnostic, très rapidement, on a vu que mais qu'est-ce qu'on avait des atouts et qu'il n'y avait pas photo. On allait y arriver, il fallait y aller. La première chose, c'est que dans nos interlocuteurs, Émilie et Brahim, totalement convaincus qu'il fallait aller vers une démarche processus et que c'était vraiment un levier pour améliorer la performance sous tous ces angles.
Et puis, force est de constater aussi que Jean-Christophe, qui sera notre futur pilote de processus, est également convaincu de cela. Donc ça, c'était déjà, vous n'avez pas besoin de convaincre, les gens sont déjà convaincus. Le deuxième point, et ça c'est un atout, c'est qu'il faut être prêt à investir du temps. Et ça, Brahim et Émilie, et d'autres collègues, je pense à Benjamin, à Damien, voire d'autres, voilà, ont investi du temps depuis le début pour s'approprier la démarche, pour modéliser. Et d'ailleurs, Émilie particulièrement est complètement autonome pour modéliser. Donc voilà, c'est des collègues qui ont su et qui ont investi de leur temps depuis plusieurs mois pour vraiment s'impliquer de manière très, très active dans la construction de la démarche. Voilà. Et ça, c'est indispensable. Le troisième point, c'est que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il faut aborder ça sous l'angle d'une démarche petit pas ou pas à pas. Ça, c'est ce que préfère Manuel. On ne veut pas brusquer les choses. On apprend en marchant. On n'a pas d'enjeu de timing. Si on veut prendre 2 mois de plus, on prendra 2 mois de plus. L'important, c'est le résultat, c'est la création de valeur et la création de valeur pour tous, et ça au plus près du terrain. Le troisième atout, c'est qu'il faut prendre le temps d'écouter les besoins et les contraintes de toutes les parties prenantes. On pense aux risques notamment, mais pas que, il y en a d'autres. Il faut prendre ce temps-là d'écouter, de réagir et de s'adapter. Voilà. Ensuite, on a abordé le sujet comme un projet. Voilà. Donc, du coup, il y a une organisation derrière, il y a une structure. On ne part pas dans tous les sens. Et vous le verrez sur la timeline, tout est construit. Ensuite, il faut avoir des sponsors. Brahim l'a dit. Sa directrice générale adjointe est la première sponsor. Voilà. On en a un autre, c'est Jean-Christophe, qui va être notre futur pilote. Et on est certain qu'on en aura d'autres, Brahim, vu le succès qu'on a en interne. Ensuite, et ça, c'est pour moi aussi important, c'est que c'est un projet qui est mené 100% en interne. On ne fait pas appel à un cabinet, à un consultant. On s'est dit, on le fait tout seul. C'est pour ça aussi qu'on prend notre temps, parce que c'est peut-être pas parfait, mais la perfection n'est pas de ce monde. Donc, on avance pas à pas. Mais on est 100% interne et on y croit à fond. Et puis, le dernier atout, et ça, on l'a, et c'est aussi pour ça qu'on est parmi vous, c'est qu'il faut avoir un réseau externe pour se challenger. Voilà, regardez ce qui se fait ailleurs, demandez des avis, demandez des conseils, demandez des bonnes pratiques, les écueils à éviter. Voilà. Ça nous permet de monter en compétences, mais aussi de nous dire, ah ouais, de partager. Et c'est notamment ce qu'on a grâce à vous, grâce à France Processus, notamment. Voilà. Donc ça, merci encore, parce que c'est une belle opportunité pour nous de pouvoir continuer à grandir et d'avoir encore plus d'atouts pour aller vers la réussite de notre beau projet. Et justement, le projet. Brahim, je fais court, promis. Non, je pense qu'on est bien. Après, c'est Manuel qui fait mettre du temps. Donc, tant que Manuel ne s'est pas manifesté, j'espère que personne ne s'est endormi. Comme tu as dit, dans les processus, on a des seuils opérationnels. Donc, on est encore dans les seuils. Super. Donc, avant de laisser la parole à Brahim pour qu'il vous évoque les objectifs du projet, on a réussi ici. Un zoom sur les acteurs projets. On a d'abord une équipe cœur. Donc, c'est vraiment l'équipe qui resserrée, qui produit beaucoup. Alors, ils sont au nombre 2, vous êtes 4. Hein. Brahim, Émilie, Sylvie, Emmanuel, principalement 4. Voilà, qui construit la démarche, qui modélise. Donc, c'est Manuel et Sylvie de mon équipe et Brahim et Émilie du côté du périmètre de Brahim, qui se voient toutes les semaines et pendant des heures. Donc, ça, c'est l'équipe resserrée. On s'est dit, après, il faut qu'on mette en place une équipe élargie. Donc, l'équipe élargie est régulièrement, voire même chaque semaine, associée à des ateliers. Voilà. Et là, on y associe qui l'équipe de l'or, côté contrôle interne, conformité et qualité, voilà, pour avoir leur avis, en savoir plus sur leurs contraintes, voilà, sur leurs souhaits, etc. Et puis les RTM. Les RTM, Brahim, ce sont les responsables, c'est ceux de ton équipe, hein. Les responsables. C'est ça, ce sont les animateurs qui sont présents sur les sites, donc responsables de la transformation multicanale. Et donc, ce sont les premiers niveaux de réponse lorsque des conseillers ou des encadrants ont des questions à la fois sur la partie technique, assurantielle, mais aussi commerciale. Voilà. Donc, en fait, ce sont les relais, quelque part, ou les interlocuteurs privilégiés entre les PRS et ton équipe. Voilà. Donc, on a cette équipe élargie qui se voit très régulièrement. Et puis après, on a d'autres couches qu'on va associer progressivement. C'est notamment les 2 lignes managériales.
voilà, qu'on retrouve sur les PRS, que sont les RPM, donc les responsables de PRS, c'est ça? Exactement, de Voilà, pôle multicanal. Émilie vous a mis les acronymes dans la discussion. Voilà. Et les REM qui sont les responsables d'équipe. Voilà. Donc, on a 2 lignes managériales et là, on va les associer progressivement dans la démarche. Et là encore, pour les écouter, ça va bien les impliquer et voir voilà, comment est-ce que demain, est-ce qu'ils envisagent de pouvoir décliner la démarche au plus près de leurs collaborateurs. Et puis derrière, voilà, aussi acteurs du projet. Donc, et on va y aller progressivement. On va impliquer les conseillers en assurance, ceux qui sont en contact direct avec nos sociétaires. Voilà. Donc, on y va progressivement. Une équipe cœur qui se réunit toutes les semaines, pendant plusieurs heures, qui travaille sur le projet, la construction de la démarche. L'équipe élargie qui est associée de manière très proche et très régulièrement. On leur montre quelle est la production réalisée, quels sont les next steps, qu'est-ce qu'on a déjà fait, etc. Et après, voilà, on élargit sur les lignes managériales et ensuite sur les conseillers. Et sur les côtés, on voit bien qu'on a des échanges réguliers avec le sponsor des GRS, d'ailleurs qu'on devrait voir en avril avec nos patrons. Forcément, des échanges réguliers avec notre futur pilote de processus qui est Jean-Christophe. Le change, on l'a dit, un pilier important, c'est l'accompagnement au changement. Donc là, si on a déjà entamé des actions de change, on va structurer davantage et on a la chance au sein du groupe et notamment au sein de ma direction, là déjà aussi, d'avoir des experts en change qu'on va solliciter dès la semaine prochaine pour construire un plan d'accompagnement qui soit adapté. Et puis, on a des contributeurs occasionnels qui sont, je le disais cet après-midi à Brahim, qui sont de 2 natures. Des contributeurs occasionnels, notamment, il y a une partie, c'est des acteurs qui, demain, seront partie prenante à la démarche. Les RH, la direction informatique, les collègues projets, contrôle de gestion, les entités risques au central, qui forcément, demain, seront dans la démarche participative. Et on a une autre catégorie de contributeurs occasionnels, ce sont ceux qui, aujourd'hui, sont intéressés par la démarche, mais qui ne seront pas demain sur la démarche que va mettre en place Brahim, mais qui sont intéressés pour la dupliquer sur leur propre périmètre. Voilà. Donc là, on a un double enjeu. C'est ce phénomène de viralité qu'on voudrait initier au sein du groupe pour que progressivement, voilà, les différents périmètres au sein de la Matmut puissent s'intéresser à ce qu'on est en train de construire et de vouloir vivre la même aventure. Voilà. Donc, un panel assez synthétique de tous les acteurs projets. Brahim, c'est à toi pour les objectifs. Merci. Donc, une fois en fait ce cadre de gouvernance posé par Christelle, c'est vrai qu'on a mis en place avec aussi notre expertise, parce que comme le dit Christelle, on a une expertise interne qu'on valorise. Dans la gestion de projet, je viens du projet stratégique Smart, donc on avait un certain nombre d'acquis sur la gestion d'un projet, donc on a mis en place cette gouvernance avec ces acteurs, et comme tout projet, on a posé des objectifs. Donc d'un point de vue opérationnel, on se voulait être très opérationnel. Voilà, c'était le maître mot en tout cas de Jean-Christophe. L'objectif, c'est se mettre à la place du métier. Donc, du métier d'un point de vue performance, donc sur tous les niveaux, le niveau stratégique, très terrain, local, mais aussi tactique. Garder cette logique sociétaire, c'est-à-dire que garder la vision sociétariat client, donc toujours se mettre à la place du client et le client final. Et Emmanuel nous le répète assez souvent pour qu'on puisse maintenant l'intégrer dans notre démarche. L'autre côté, c'était aussi la compréhension, parce que aujourd'hui, c'est une démarche avec une certaine méthodologie. Donc, il fallait garder un peu des mots qui soient concrets et compréhensibles de tous pour être sûr que derrière, la démarche soit bien comprise en premier abord et ne pas avoir à réexpliquer les choses 20 000 fois. L'autre point d'un point de vue des objectifs, c'était surtout d'avoir cette vision à la fois horizontale, donc chaîne de valeur, mais aussi verticale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut mettre en face nos enjeux stratégiques et opérationnels, donc il faut garder cette vision à la fois macro, mais aussi micro. Et l'objectif de Jean-Christophe, pour me l'avoir répété assez souvent dans la démarche, c'est de dire, moi, ce que je veux, c'est d'avoir le plan de jeu, le plan de vol. Ensuite, à charge,
à chacun des acteurs d'aller chercher ce qu'il a besoin. Mais au final, il faut garder ce terrain de jeu, c'est ce côté un peu macro qui nous permet en tout cas d'aller focuser sur les différents éléments pour être sûr que d'un point de vue granulaire, qu'on retrouve nos petits. Comme l'a dit après tout à l'heure Christelle, c'est la coopération. Il faut du temps, il faut de l'implication. Donc, on l'a inscrit dans nos objectifs de projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme le dit Christelle, on prend le temps, on investit chaque semaine. Émilie pourra le dire dans son témoignage. Mais je pense que aujourd'hui, il faut à part entière avoir une démarche globale, poussée et engagée. Et c'est le terme, c'est engagement. Donc, avoir des points d'engagement sur ces sujets-là, c'est très, très important. Et après, comme on se l'est dit dans nos enjeux multiples, c'est d'avoir ce côté un peu amélioration continue, tout simplement. Donc, se dire, chaque jour, on fait des petits pas, on s'améliore, on fait peut-être des erreurs, mais ces erreurs-là vont nous permettre, en tout cas, d'être meilleurs la fois prochaine. Et donc, à partir de cette leitmotiv-là, de ces objectifs-là, on a posé un certain nombre de prérequis. Déjà, le premier, c'est comme je vous le dis, et c'était important, c'est de dire aujourd'hui, on est dans un contexte groupe où on nous demande un certain nombre d'éléments, que ce soit des éléments de processus via les risques, et donc intégrer dans cette performance ces éléments du cadre réglementaire. On l'a pris en compte dès le début. Ce n'était plus un point négatif, mais ça devenait en tout cas un élément intégré dans cette démarche-là. L'autre point, c'est de se dire aussi que c'est pas un coup et puis on se revoit plus. L'objectif, c'est pérenne. On se voit aujourd'hui tous les jours. L'objectif, c'est de se voir sur la durée. C'est de mettre en place une gouvernance. On a un certain nombre de points de retour. Alors aujourd'hui, on a des plans de contrôle opérationnel sur lesquels on a un certain nombre d'éléments. On va mettre en place des revues de processus sur lesquels on va faire des retours. Et toute cette matière-là va venir alimenter la gouvernance déjà en place pour pouvoir en tout cas avoir la réaction, l'action et l'anticipation. Et ça va venir nourrir un peu la démarche globale. Et dans notre gouvernance actuelle, intégrer en tout cas nos risques et nos processus de manière complète. Un autre prérequis, le troisième, c'est il faut que ce soit palpable en fait. Donc, comment on traduit cette démarche-là d'un point de vue concret pour les opérationnels? Et donc, on a comme dans tout processus, mis en place des livrables attendus. Déjà, un livrable sur la fiche processus, donc on se met à la place de nos futurs opérationnels, que ce soit les encadrants ou les conseillers. Donc, derrière, de leur donner la matière visuelle de ce qu'est un processus, en tout cas dans le cadre de leurs opérations. L'autre point, comme je le disais, c'est ce côté macro, d'avoir cette cartographie globale et donc d'utiliser l'outil Signavio pour avoir ce hub et derrière d'avoir le plan de vol. Comment se comporte l'ensemble des opérations au sein des plateformes téléphoniques. Et aussi aller chercher aussi cette vision, comme je vous l'ai dit, non pas en négatif mais en positif, de cette cartographie des risques, qui est un livrable qu'on pilote avec Laure de manière hebdomadaire et mensuelle, et qu'on intègre de manière très concrète dans la démarche. Et que ce livrable-là, on l'intègre aussi dans la vision du hub. Et ça a été vraiment… Alors, c'est Benjamin qui est peut-être dans l'assistance et qui donnera son témoignage, vous le dira. On a poussé pour que ça soit intégré dans le hub, pour que aujourd'hui les opérationnels du risque retrouvent leurs petits et qu'ils affilient chaque risque à un processus dédié. Et ça a été important pour nous. Et le dernier prérequis, c'est de dire on a des outils et on ne veut pas les laisser tomber, on ne veut pas les remplacer. Côté opérationnel, on utilise un outil de documentation qui s'appelle Confluence. Donc, on va le réutiliser, on va créer des liens entre les différents outils. On a pris le parti de faire de Signavio la référence de cette démarche. Donc, au final, l'ensemble des livrables que vous avez en termes de documentation vont se retrouver sur Signavio. Et l'autre point, c'est essayer de créer des passerelles avec des outils de risque. Donc, pourquoi pas aller directement avec les cartographies qui seront dans Signavio, aller alimenter eFront. Ça, c'est des questions qu'on se pose peut-être dans le futur. Mais voir avec, comme le dit Christelle, voir avec nos contributeurs et avec tous nos acteurs, voir comment cet élément, cette matière pourra les aider à comprendre nos opérations et nous, d'ailleurs, à comprendre nos besoins
en termes de directives et puis surtout être sûr qu'on est aux attendus de la performance et de la réglementation entendue. À partir de ce postulat, donc de ces objectifs et de ces prérequis, on a défini une vision projet très concrète, basée sur trois temps. Déjà une construction sur du build, une phase de change, comme l'a dit Christelle, et ensuite essayer d'aller sur du run, parce qu'au final, on veut que cette démarche soit inscrite dans le temps. Donc une fois en tout cas le cadre posé, nous avons souhaité en tout cas construire ce build-là et fonctionner en lot. Donc comme on vous l'a montré tout à l'heure, on avait différents domaines de processus, et donc en fonction de chaque lot, c'est de délivrer le lot très rapidement auprès des acteurs, donc comme dans un principe d'agilité, de dire on a un MVP et on le délivre tout de suite pour pouvoir confronter ce MVP-là et de dire voilà, qu'est-ce qu'on doit améliorer. Petit pas, mais très, très opérationnel. Comme je vous le dis, l'objectif, c'est d'être très opérationnel. Et donc, pour rappel, cette démarche a été initiée en janvier 2022. Émilie vous dira plutôt en novembre 2021. On a commencé avec une petite équipe, Émilie, mes animateurs de terrain, pour dire essayons d'écrire nos standards, nos procédures, nos processus. Donc, on a commencé sur un outil, alors je pense que peut-être certains le connaîtront, c'est Miro. Et donc, c'est un outil qui permet de modéliser. Donc, on a fait nos petites cases en disant étape par étape comment ça se présente. Et en fait, on s'est vite aperçu que modéliser des processus, c'était un vrai métier. Donc, c'est là où on est parti toquer, en tout cas, côté Christelle, pour dire Christelle, on a besoin de toi parce que je pense qu'on a mis cette croix-là, mais je ne pense pas que ce soit la bonne. Et donc, au final, sur le premier semestre, on s'est rencontré avec l'équipe de Christelle, donc on a appris à se connaître. Et dans la démarche, en tout cas initiée, on a pris le temps, vraiment le temps. Et quand Christelle vous dit le temps, c'est vraiment ça qui a été le leitmotiv, de dire on a le temps, personne ne nous a demandé de faire ça, mais nous aussi, on sait qu'on en a besoin. Ça a été ça la construction. Donc, on a pris le temps de détailler les finalités de la démarche, d'affiner nos objectifs, notre trajectoire, pour que, en tout cas, l'équipe de Christelle comprenne bien nos attendus. Et donc, l'équipe Centre d'expertise nous a accompagnés sur l'appropriation et la démarche BPMN. Donc, elle nous a octroyé les licences, les licences Signavio, et elle nous a aussi fourni une première formation sur le langage BPMN. Parce que Manuel Tilleul vous le dira bien, on ne met pas une croix, on ne met pas de rond. Chaque élément est à sa place. Et donc, au final, on a respecté ces éléments-là. Et en parallèle, comme l'a dit Christelle, elle a déjà présenté son offre de service, qui était quand même assez complète. Et on s'est projeté tout de suite en disant, lorsqu'on aura détaillé la démarche, derrière, aller chercher du lean, aller chercher de l'amélioration, ça sera la prochaine étape. Donc, derrière, on sait que même dans le run, on va devoir chercher des éléments d'amélioration, et on sait qu'aujourd'hui, au sein de la Matmut, on a de l'expertise. Donc, cette démarche… On n'est pas prêt de te lâcher. Hein. Super. Et donc, avec cette démarche de diagnostic et de découverte qui a été très importante, elle prend en compte en tout cas une certaine transversalité. Et là, je vais faire un point très important. Pour moi, c'est très important parce que c'est là où j'ai vu qu'au final, il faut, si vous voulez entamer une démarche avec différentes notions, différentes méthodologies, il y a un maître mot qui est quand même important, ça s'appelle la culture. Alors, quand je parle de culture, qu'est-ce que je dis? En fait, on ne rentre pas dans une démarche processus comme ça. Je vous le dis tout de suite. Il y a un coup d'entrée. Et il y a une culture du process. Malheureusement, il y a une culture du process et il faut la comprendre. Il faut comprendre la finalité, il faut comprendre la culture. Il faut comprendre quand ces gens vous parlent, qu'est-ce qu'ils disent. Et ça, c'est important. Manuel Tillot, on le comprend, ça va, mais des fois, on le regardait avec des grands yeux. Donc, c'est cette culture qui est très importante à prendre en compte. Et en fait, on s'est vite aperçu que nous aussi, on avait une culture opérationnelle. Donc, on a confronté la culture processus à la culture opérationnelle, parce que nous, on se mettait à la place du client aussi, donc on cherchait en tout cas l'efficacité client. Et en fait, au final, on a trouvé des points d'intention, des points qui étaient similaires. Et dans cette complexité, parce qu'on n'aime pas faire les choses simplement, on a mis la culture du risque. Culture processus, culture du risque, culture opérationnelle, au sens Solva 2. Donc, tout ça, en fait, a été important de poser le cadre, de poser le diagnostic, de poser la phase de découverte. Et donc, on a pris ce temps-là avec l'équipe de Christelle et on a intégré au fur et à mesure l'équipe de Laure sur la partie contrôle interne. Et en fait, en septembre, on a posé la démarche, en tout cas la proposition d'accompagnement et les opérations qu'on voulait mener.
Donc, c'est pour ça qu'il est important, lorsque vous mettez vous mettez en place ce genre de projet, de prendre le temps. Et en tout cas, c'est mon retour d'expérience à date, hein, mais ça a été, je pense, le côté sympa, en tout cas, ce qui a permis, en tout cas, d'avoir cet engagement auprès de toutes les équipes parce qu'on commençait à se comprendre et à s'écouter. Et donc, au final, lorsqu'on a mis en place cette démarche de… Tu voulais dire quelque chose, Christelle, non? C'est bon? Non, pas du tout. Non, non, j'ai Super. bouclé ma souris. Et donc, quand on a mis en place cette démarche cette démarche et qu'on a eu cette proposition, on a fait le cadre, hein. Derrière, on a mis en place, on a ouvert les hubs aux parties prenantes, que ce soit les risques, mais aussi les autres personnes. On a rappelé les livrables, on a rappelé les objectifs, que ce soit la fiche processus, la cartographie des processus et la cartographie des risques. Et en fait, on s'est mis autour d'une table et, comme le dit Christelle, de septembre à aujourd'hui, on a itéré. On a itéré, on a échangé et on a validé un certain nombre d'éléments, que ce soit la liste des processus. Donc, on a commencé par nos processus les plus importants, que ce soit la souscription auto, mais au fil des gammes, on a intégré l'ensemble des gammes de notre portefeuille, mais aussi maintenant la vue du contrat. On a aussi itéré sur le référentiel. Le référentiel, ça a été de longs débats et Benjamin et Emmanuel vous le diront. On a essayé de trouver un terrain d'entente sur la nomenclature, comment envoyer des choses. Donc, avec l'équipe de centre de compétences, mais aussi l'équipe du contrôle interne, on a posé le référentiel sur lequel on se base aujourd'hui. Alors, sur le référentiel, on est parti sur la structure existante. On n'est pas parti d'une page blanche. Aujourd'hui, l'équipe de Christelle et Emmanuel avait déjà fait un gros travail. Ils avaient construit la maison Matmut. Et donc, nous, on s'est inscrit dans cette démarche-là, parce que déjà, c'était existant, donc on ne va pas réinventer la roue, hein. Et derrière, on est venu intégrer l'ensemble de nos opérations aux différentes chaînes de valeur. Et donc, on a décrit nos processus, on a mis en place les RACI, on a indiqué nos indicateurs opérationnels. Et une fois posé l'ensemble de ces processus-là, on est venu imbriquer les risques opérationnels au sens de la cartographie. Et donc, derrière, ça a fait l'ensemble des éléments, donc processus avec les finalités opérationnelles et en lien avec la cartographie des processus. Et comme je le rappelle, on a vraiment posé les objectifs projets qui sont les livrables, hein, attendus. Cette formalisation a été importante. Et, au début, on a commencé par les fiches processus et la cartographie sur le hub, mais très vite, on s'est aperçu qu'il fallait avoir une seule et même interface. Et donc, Signavio était adapté. Donc, on a essayé de pousser la démarche jusqu'au bout et de mettre la cartographie, en tout cas les éléments de risque, dans le hub pour que tous les acteurs aient la même interface. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que je sois opérationnel, que je sois professionnel du risque ou que je sois, entre guillemets, expert du processus, on a la même vision. Et ça, je pense que ça aide beaucoup. Donc, comme l'a dit Christelle, tous les vendredis, on s'est vus pendant 3 heures. On a fait une revue des processus modélisés. On a intégré l'ensemble des attributs de la fiche processus et on a modélisé tous ensemble, pas à pas, pour en tout cas atterrir aujourd'hui sur le lot 1, qui est le domaine de la vente. On a totalement finalisé. Et là, à date, on a fait 50% de la vie du contrat, donc nos gestes dits de gestion, sur lequel il nous manque à intégrer l'ensemble des risques. Donc ça, c'est vraiment la phase de build qu'on a construit. Et en parallèle, on a initié la phase de change, qui est, comme l'a dit Christelle, très, très, très importante pour nous, parce qu'elle permet en tout cas, nous, de se projeter. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait avec des acteurs terrain, des personnes qui font des opérations, des personnes qui savent des professionnels du processus et du risque, mais derrière, on veut aller chercher ces équipes encadrantes qui utilisent, en tout cas, qui vivent tous les jours les opérations. On veut aller aussi chercher les conseillers qui sont en vision process. Donc, la finalisation du plan 1 nous a permis, en tout cas, de nous projeter sur ces acteurs finaux. Et donc, l'objectif maintenant, c'est de préparer et d'appréhender en fait cette nouvelle phase, c'est-à-dire aujourd'hui le déploiement de cette matière-là auprès de nos opérationnels. Donc, pour ça, comme l'a dit Christelle, on va demander l'assistance au sein des équipes de Bruno Barraud, donc la partie organisation, l'expertise d'un change manager, afin de mesurer en tout cas les impacts, de prendre en compte aujourd'hui tous les éléments qu'on a mis en place, quels sont les impacts futurs sur nos acteurs opérationnels, notamment une modélisation BPMN, comment on peut la traduire de manière très opérationnelle, les fiches processus, comment on peut les appréhender, et derrière le dispositif de risque opérationnel, comment on peut insuffler cet élément-là. Donc, nous avons, dans ce projet, pris le temps
pour pouvoir insuffler en tout cas cette culture. Et en fait, la culture des trois, c'est la culture de la performance, hein, avec ce socle-là, et en prenant en compte en tout cas nos impératifs réglementaires et de performance de nos conseillers. Et d'ailleurs, nous allons sensibiliser l'ensemble de nos collègues via cette formation BPM, avec notamment des ambassadeurs. On va essayer de mettre en place un réseau d'ambassadeurs, que ce soit les RTM qui sont dans mon équipe, mais aussi les encadrants qui seront formés en premier niveau. Et cela, en tout cas, on va essayer de le déployer au fur et à mesure pour aller jusqu'au conseiller, pour être sûr que les opérations qui sont détaillées dans ces processus-là soient les meilleures possibles. Donc, il est important en tout cas de dire que cette démarche-là, pour nous, elle a une vocation importante, car déjà, elle nous permettra aussi d'harmoniser un certain nombre d'opérations, de pouvoir aller récolter auprès du terrain les meilleures pratiques. Et c'est aussi ça qui est important, c'est que, comme l'a dit Christelle, et vous le direz Manuel et Émilie et Benjamin, c'est bottom-up, c'est le terrain qui parle là. Et donc, le terrain dit, non, moi, dans mon geste du quotidien, c'est plus simple de faire comme ça. Si ce geste-là, aujourd'hui, n'a pas de contraintes réglementaires, on voit qu'aujourd'hui, on peut le passer. Le fait de l'inscrire, de le formaliser, de le partager, on sait qu'on aura le geste le plus performant et qui sera tourné vers le client. Et c'est là aussi qu'on voit qu'aujourd'hui, on a une force collective, et ça, c'est important de le mettre en exergue, que aujourd'hui, nos conseillers, c'est notre intelligence au service du sociétariat. Donc, l'objectif est bien entendu de formaliser les éléments opérationnels, de l'inscrire, de le faire vivre et de le mettre dans la durée. Donc cet élément-là va nous permettre en tout cas de nous améliorer tous les jours et d'être on va dire au meilleur de la performance au continu, quoi. Super. Et puis avec un atterrissage, Brahim, qui est prévu, on l'a timé comme ça. Exactement. Vraiment avec une phase de run, de mise en mouvement d'une démarche de pilotage de la performance par les processus, plutôt en fin d'année. Voilà. Donc, ce qui m'amène, Sophie, Michel, si vous voulez, en fin d'année, on peut revenir pour faire un Rex 2, une fois que ce sera mis en place. Et donc, au final, c'est aussi de la reuse, parce qu'au final, le plan de contrôle opérationnel, il existe. Laure pourra vous le dire. Donc, on réutilise ces éléments pour aller chercher de la performance. Et la revue des processus via la méthodologie qu'on va mettre en place avec les équipes de Christelle, ça va permettre aussi de venir alimenter du terrain à des anomalies, mais comme tout processus, ça fait partie aussi du quotidien. Et derrière, au fur et à mesure de la démarche, d'être dans cette amélioration continue. Brahim, ce que je te propose, c'est d'arrêter le partage. Tu reprends la main, puisque là, ce qu'on voulait vous proposer, c'est de vous emmener sur SAP Signavio. Et Brahim va vous plonger dans son quasi quotidien et va vous montrer en images ma maison voilà, MatMut, qui a déjà été construite. Alors, on a beaucoup parlé, maintenant, il faut du pratico-pratique, on va dire ça. Je pense que c'est le MVP qu'on utilise. Alors, aujourd'hui, voilà, hop, tac, tac, tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Moi, je le vois. Bon, si tu le vois, tout le monde le voit. C'est bon. OK. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on a construit la démarche, on n'est pas parti d'une page blanche. Là, je vous présente le référentiel des processus du groupe MatMut. Donc, c'est la maison construite par Christelle avec des opérationnels qui dit, voilà, aujourd'hui, on a un certain nombre d'opérations qui sont modélisées. Donc, nous, on a pris cet élément-là, cette maison-là, et en fait, on l'a retraduit côté PRS, côté plateforme téléphonique. Et donc là, je vais vous présenter la démarche côté référentiel du processus PRS, avec notamment les différents niveaux. Donc, le niveau, on va dire, management, qu'on n'a pas encore initié, le niveau opérationnel qu'on a initié dans notre démarche, dans notre projet. Donc, le lot 1 sera inscrit dans cet élément-là. Et le dernier point, c'est le processus support qu'on va aussi initier, mais qui a été initié par Émilie, parce que maintenant, comme vous l'a dit Christelle, assez modélisé. Donc, au final, c'est une grande fille, elle a la capacité de commencer à modéliser. Donc, sur la partie vente, qu'on a commencé, donc, lorsque vous cliquez, le livrable tel qu'il est défini, je reviens peut-être sur le niveau 1, ça, c'est le livrable, celui-ci, là, la vision que vous avez, c'est la cartographie des processus. Elle est dynamique. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui avec Jean-Christophe, donc mon responsable, pour savoir ce qu'on fait. Donc, à partir de ce livrable-là, on va aller pouvoir
descendre dans la hiérarchie de nos processus. Et donc, on a modélisé nos processus en fonction de nos gammes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, domaine vente, domaine vie du contrat. Dans le domaine vente, vous allez avoir des gammes vendues sur la partie particulier et de l'autre côté, sur la partie professionnelle. Et donc là, vous voyez qu'on a aussi intégré la partie dispositif des risques. Là, on a travaillé avec les équipes de l'or, donc pôle contrôle interne, pour pouvoir matérialiser, en tout cas, la cartographie des risques au sein des processus. Donc là, si je clique, hop, je mets un peu plus grand. Si je clique ici, vous allez avoir un certain nombre de nomenclatures qui a été travaillée avec les équipes de Christelle. Et donc là, vous allez avoir les fiches processus qui vont apparaître. Donc, dans la fiche processus, donc c'est le deuxième livrable, le livrable fiche processus, sur lesquels aujourd'hui, on va essayer de le pousser vers nos encadrants et in fine vers nos conseillers. On a un certain nombre d'éléments, donc le descriptif, le périmètre, les données d'entrée et de sortie. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des méthodologies processus qu'on a appliquées, qu'il va falloir que nous, on appréhende aussi. Le RACI, avec les rôles et responsabilités. Et derrière, vous avez aussi l'élément de ce qu'on appelle du knowledge, la base de connaissances, parce qu'aujourd'hui, on s'appuie sur une direction technique qui est la DGA IRD, et au final, qui nous met un certain nombre d'éléments techniques qu'on va aller chercher directement dans le scénario, et le lien nous permet d'aller dans notre base knowledge. Et donc, lorsqu'on regarde ici, vous avez des modélisations qu'on a réalisées avec l'équipe. De bout en bout, on va savoir quelles sont les différentes étapes lorsqu'on souscrit un contrat auto par téléphone, quelles sont les différentes étapes, en tout cas, à respecter aujourd'hui, ce que font aujourd'hui nos opérationnels. Donc, il va y avoir une phase de qualification de la demande, une phase d'appréciation du risque. Là, on apprécie des risques auto. Ça veut dire qu'on se mesure, en tout cas, le profil de risque de notre sociétaire ou de notre prospect. Il y a une phase de formulation et puis une phase de validation lorsqu'on souscrit. On a d'autres éléments de sortie lorsqu'on refuse ou derrière, comme je vous l'ai dit, quand on fait de l'assistance, on peut émettre des rendez-vous à destination des agences et derrière, on l'a aussi matérialisé. OK ? Si on passe sur la partie appréciation du risque, qui est quand même un élément assez structurant lors de nos appels téléphoniques, on va avoir un niveau 4. Ce niveau 4-là va permettre d'aller plus précisément pour le conseiller sur les différentes étapes à respecter. Donc là, je vous ai mis une fiche factice, c'est des éléments que j'ai intégrés pour cette présentation-là. Donc là, il va y avoir le descriptif du processus que doit faire dans le cadre d'une appréciation de risque, les éléments d'entrée et de sortie. Et en fait, on va toper l'ensemble des éléments, d'outils, d'indicateurs opérationnels pour pouvoir mesurer cette appréciation de risque. Aujourd'hui, sur l'appréciation de risque, on va avoir des taux d'anomalie qu'on va mesurer via des contrôles de premier niveau. Et donc ça, c'est des éléments opérationnels qu'on va pouvoir suivre. Donc ça va permettre aussi, dans le futur, de se dire, est-ce qu'on est aux attendus de ce CE-là? Et donc, le dernier point, c'est la partie dispositif de maîtrise. Donc, comment on a topé les risques opérationnels dans nos processus? On a créé un attribut qui s'appelle dispositif de maîtrise et derrière, on a topé l'ensemble des risques sur l'appréciation du risque. Excusez-moi, j'ai un Landesk qui est apparu. Voilà. Et donc là, par exemple, si je prends le risque appréciation, on a un élément d'appréciation de ce qu'on appelle le dispositif LCBFT, lutte anti-blanchiment. Et derrière, lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir un certain nombre d'éléments qui vont apparaître sur le côté. Et donc, vous allez avoir les éléments qui sont du périmètre du contrôle interne, de l'équipe de l'or. Donc, derrière, vous allez avoir un référentiel de risque. Vous allez avoir une criticité brute. Alors, quand on parle de criticité brute, c'est lorsqu'il y a un risque opérationnel et qu'il n'y a pas de dispositif de maîtrise. Est-ce que c'est un risque important pour la maison? Donc, cette criticité brute, c'est la criticité hors dispositif de maîtrise. On va avoir les activités qui sont topées sur ce risque, sur ce dispositif de maîtrise, les éléments de design et de contrôle qu'on réalise, et derrière, vous allez avoir une évaluation qui va être réalisée pour dire est-ce que ce risque, il est maîtrisé dans le cadre de ce processus-là. Et ces éléments-là sont inscrits directement dans l'outil. Donc, pour les équipes de l'or, c'est du pain béni, en fait. On met face à un processus le risque opérationnel qu'il y a dans leur cartographie des risques. Donc, on réinvente rien du tout. Et si jamais ce risque en criticité nette, donc ça veut dire risque brut, élément de maîtrise, niveau de maîtrise oui, non, si c'est non, on a une criticité nette qui peut être importante, forcément, il y a un plan de remédiation parce que c'est notre obligation réglementaire et on inscrit derrière, en tout cas, la référence du plan de remédiation qui sera amené à étayer, en tout cas, l'action correctrice qu'on va mettre en œuvre. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de vision pilotée par les risques, mais derrière la revue des processus, lorsqu'on aura
à revoir les processus, ce sera d'aller chercher avec nos indicateurs opérationnels, est-ce qu'on est au seuil ou pas? Et donc là, la méthodologie que va nous proposer l'équipe de Christelle, c'est de dire, tous les 4 mois, on va prendre un processus, on va le faire tourner. Avec cet échantillonnage-là, on va se poser des questions et on va revoir si jamais on a à améliorer ces éléments-là. Et donc, pour être très concret, parce que là, je pense que c'est beaucoup aussi de visualisation. Là, vous avez comment aujourd'hui on apprécie un risque auto au sein de la Matmut. Lorsqu'on souscrit un contrat, on fait appel à des experts. Et ces experts-là, au final, on essaie de les solliciter au bon moment. Aujourd'hui, on a vu avec eux, pour améliorer ce processus de sollicitation, d'avoir un outil qui permet d'aller les solliciter directement dans l'informatique. Et pour pouvoir émettre ce projet, on a utilisé des modélisations BPMN pour pouvoir dire où est-ce qu'on veut améliorer notre processus. Donc aujourd'hui, on est en capacité très rapidement d'aller chercher en tout cas des modélisations qui sont la traduction de nos opérations et derrière d'aller chercher de l'amélioration continue. Et ce projet d'amélioration sera inscrit dans nos revues pour dire oui, on l'a mis en place et il a amélioré nos processus de sollicitation de temps. Donc tout ça en fait pour vous dire que c'est un élément, c'est un référentiel des standards qu'on est en train de poser et qui nous permettent à nous, en tout cas moi, au niveau pilotage, de me dire que doit faire un opérationnel. Et derrière cet outil-là, vous pouvez l'utiliser pour l'accompagnement, pour du suivi de coaching lorsque vous êtes avec vos conseillers. Et derrière, ça permet aussi à nos parties prenantes, que ce soit les risques, que ce soit les processus, de dire voilà comment fonctionne et comment on travaille, en tout cas les opérationnels côté plateforme. Je sais pas, j'ai pas été trop bavard, si. Comme d'hab, Brahim. Mais je suis à fond. Ça me plaît en fait. Ouais. Ce que je propose, c'est que si Sophie en est d'accord, donc rapidement que nos 3 collègues, Manuel, Émilie, Benjamin, disent 2 mots, voilà, parce que voilà, ils sont carrément investis. Ils disent 2 mots sur leur témoignage et puis après, on prend un petit peu de temps et jusqu'à ce que ce soit stop pour des questions-réponses ou est-ce que ça te convient, Sophie? On est dans les temps, il n'y a pas de problème. Super. Donc, j'ai envie Après, il y a de quelques dire, questions quand même. ouais. Manuel et Émilie, Benjamin, on vous laisse dire chacun quelques mots. Pas tous en même temps. Je vais commencer Émilie, par tu veux remercier. commencer? Voilà. Ouais, je vais remercier Hamid pour son dernier commentaire sur les modèles BPMN sont clairs et bien faits. Les piscines, lignes d'eau, pas usine à gaz. Merci beaucoup. C'est ce qu'on voulait. C'est Madame Maillard. C'est ce qu'on voulait parce qu'on voulait que ce soit très clair pour le terrain quand on leur présentera. Je vais commencer par le commencement. Donc, je m'appelle Émilie. J'ai 17 ans de Matmut. Je fais un récap très vite pour que vous compreniez comment je suis arrivée là. 17 ans de Matmut et différentes vies donc, au sein du groupe. Aujourd'hui, je suis en charge de tout ce qui est qualité, conformité, geste métier, processus pour le compte donc, des plateformes relations sociétaires. C'est vraiment mon périmètre, focus donc plateforme téléphonique, puisque j'ai commencé par là, j'ai moi-même été conseillère dans une autre vie. Donc, j'ai toujours baigné dans le milieu des plateformes téléphoniques. Quand j'ai intégré donc, le service, donc le pôle multicanal, dans un premier temps, j'ai été missionnée pour travailler sur le développement du nouvel outil de relations sociétaires. Et puis rapidement, les missions se sont élargies. Et Brahim est venu me voir en me disant, dis donc, ce serait sympa si on pouvait travailler sur les processus de manière à ce qu'on voit, et d'ailleurs en lien avec cet outil de relations sociétaires, qu'on voit bien finalement où on va, ce que les conseillers doivent faire, pousser des développements auprès de nos différents services dans le groupe, sans finalement bien maîtriser de bout en bout le processus et les gestes métiers et les actes que font nos conseillers téléphoniques quand ils prennent un appel. Finalement, on prenait le problème à l'envers. Il vaut mieux d'abord qu'on pose sur papier tout ce qu'on fait. Et une fois que tout ça s'est posé, eh bien là, on peut voir où on peut s'améliorer. On peut voir aussi là où on est en risque, là où on n'est pas en maîtrise. Enfin voilà, c'est tellement tout de suite plus limpide une fois que c'est posé, sauf que c'est plus facile à dire qu'à faire, puisque jusqu'à il y a 1 an, je n'avais jamais entendu parler ni de processus, ni de BPMN. Et là, je la regardais avec des grands yeux, je dis, on fait comment?
Et donc, on fait comment? Eh ben, on prend une page blanche et puis on démarre sur Miro, Miro que je connaissais pas non plus. Et puis de là, on s'est posé donc avec les responsables de la transformation multicanal, qui sont des conseillers téléphoniques plus, qui ont une très bonne maîtrise technique. Et puis, forcément, construire un processus, c'est pas construire un processus tout seul, c'est le faire avec le terrain, si on veut que ça colle vraiment avec la vraie vie. Et puis, on s'est réunis, on a commencé à travailler. De là, je vais pas refaire toute la genèse, mais on s'est formé sur Signavio. Et uniquement Signavio, hein, parce que là, pour le coup, je ne suis pas formée ni black belt, ni green belt, ni spécialiste dans le domaine. Pas encore. Mais pour le coup, ça me parlait tellement qu'en fait, on s'est hyper investi dans le projet parce que ça reflétait d'une part ce qu'on vivait. Et puis, comme le disait Brahim, on a des contrôles premier niveau, on a tout un tas de choses qui viennent se greffer. Il y a un aspect réglementaire aussi qui nous impacte, qui ne parle pas toujours au terrain. Et l'idée, c'était de se dire, si on arrive à modéliser tout ça dans un seul et même outil, et en plus à le vulgariser, demain, quand on s'adressera à nos conseillers téléphoniques, on leur dira, regarde, quand tu prends ton appel et que tu arrives sur ce bloc appréciation du risque, donc on leur montre la modélisation, voici où tu te situes finalement dans ton entretien, et si tu ne réalises pas telle ou telle chose, voici là où nous serons en risque. Et donc, c'est tellement plus parlant pour eux de comprendre pourquoi, s'ils ne le font pas, ils sont en risque, que de leur demander d'appliquer bêtement des choses ou de faire bêtement des gestes métiers qui parfois, eux, ils ont la tête dans le guidon, donc ils ne comprennent pas forcément toujours la raison pour laquelle on leur demande certaines choses. Et donc là, pour nous, c'était tout bénef parce que finalement, on remplissait nos missions, mais d'une manière très, très large. Et en plus, on pouvait travailler de manière très transverse avec la qualité, la conformité, les processus. Pour le coup, c'est très riche, aussi bien professionnellement, ça amène énormément de plus-value, mais humainement, parce que on a appris à travailler avec des personnes qu'on n'avait jamais rencontrées jusqu'à présent, parfois dont on ignorait même l'existence au sein du groupe. Tu parles de Manuel, c'est ça? Et donc, pour le coup, voilà, je suis très contente, et c'est pour ça qu'on s'est vraiment investi. Et encore une fois, on associe le terrain parce qu'on veut que ça soit le reflet de ce qu'on vit. Et je pense que, comme le disait Brahim, ça va être très porteur. Christelle le disait aussi, on sait que ça embarquera d'autres gens parce que même si on ne travaille pas dans les PRS, celui qui lit nos processus aujourd'hui, clairement, il devine ce qu'on fait, il comprend ce qu'on fait. Et même si on n'est pas conseiller téléphonique en assurance, ça reste quelque chose de fluide et de clair à lire. Donc, encore une fois, merci à tout le monde pour le temps que vous nous donnez et que vous nous avez consacré depuis le début de ce chantier et aux nombreuses réunions encore que nous aurons parce qu'on n'a pas fini. On a fait toute la vie du contrat qui nous a pris déjà un certain temps. Il y a encore plein de choses à faire. Il faut pas remettre ça tout de suite. Il faut attendre un petit peu. On a encore pas mal de choses à faire. Et je passe la main à Manuel, du coup, si tu veux prendre la suite. À notre boss. Non, mais c'est super quand tu vois le métier qui parle comme ça d'un projet à BPM, qui parle de la modélisation. C'est génial. Ça prouve que ça prend, et puis on voit l'enthousiasme. Donc, moi, c'est la modélisation, je suis toujours étonné par la puissance. Là, ce que disait Émilie, on va voir comment c'est structurant, cette vue aussi pédagogique, ça va sécuriser les activités. Donc moi, je suis toujours ébahi. Et puis là, j'ai vu dans l'assistance, il y avait Leslie qui nous a formés. On voyait son enthousiasme, qu'elle a partagé, là, qu'on réussit aussi à partager avec Émilie, Brahim et moi. Donc, la modélisation en elle-même, je trouve ça bluffant. Alors après, c'est pas toujours évident j'ai vu des questions de trouver la granularité. Donc, il y avait une question dessus, mais on a réussi quand même à trouver des normes avec pas plus de 10-15 activités, rester sur des choses simples. Donc, on n'est pas encore sur l'automatisation, parce qu'il y avait des questions là-dessus. Après, j'ai vu une question sur le DMN. C'est vrai que dans un second temps, ça serait pas mal d'arriver à ces règles métiers, mais on n'y est pas encore. On l'a
dans le scope. Et puis moi aussi, ce que je voulais dire, c'était comme Christelle avait parlé avec les risques, on pouvait avoir une difficulté à un moment donné. Et puis là, avec Benjamin, avec Brahim et Émilie, on a réussi à avoir un angle de vue où tout le monde peut s'y retrouver. Donc, ce côté aussi consensuel, c'est génial. Mais on voit que là, dans le projet, on en est qu'à peut-être pas la moitié. Enfin, il nous reste la phase 4 sur les 7 étapes. Là, on va entamer la démarche participative. Donc, ouais, vivement qu'on puisse se faire un REX là en fin d'année ou en début d'année pour pouvoir répondre à les questions sur le côté, c'est quoi les gains. Donc là, on n'est pas encore en mesure de répondre à ces questions-là. Donc, moi, je voulais juste insister sur ces points-là parce que Émilie, Brahim, Christelle, vous avez bien expliqué où on en était. Et puis, Benjamin, toi, ce serait sympa d'avoir ta vision, toi, risque, et puis même aussi néophyte sur la modélisation, parce que même si tu es néophyte, tu poses toujours des bonnes questions. Moi, ça ne me parle pas. Il pose trop de questions à mon goût, mais… Donc, Ton micro, Benjamin. a aussi à s'améliorer, donc c'est bien. Et après, on garde du temps pour quelques questions-réponses. Et après, Michel va aussi parler de l'actu France Processus. Vas-y, Benjamin. Je vais être court. Oui, en fait, moi, c'est ça. Lorsque Brahim est venu nous chercher pour nous présenter son projet, où il nous a parlé de processus pour les associés au risque, c'était un peu flou hein, au départ. C'était pas évident de comprendre où il voulait en venir. Donc, mais on l'a suivi et au fur et à mesure, ça s'est éclairci parce qu'effectivement, comme ça a été dit à plusieurs reprises, nous, en termes de risque, on n'a pas les mêmes besoins que le métier opérationnel. Voilà, la granularité n'est pas la même. Et au fur et à mesure des travaux, on a commencé à raisonner de façon macro pour après affiner et essayer de trouver un terrain d'entente pour que nos risques puissent être insérés dans les gestes métiers, que les métiers soient associés au risque, qu'il y ait une vraie acculturation du risque pour les métiers. Donc, c'était vraiment important aussi pour nous de faire partie des travaux pour que derrière, il y a vraiment une bonne vision 360 du geste métier avec la vision risque derrière, parce qu'on sait que c'est un secteur qui est très réglementé. Le but aussi, c'est de faire des liens entre les outils de gestion de risque et ces outils-là pour que tous soient bien implémentés. Donc voilà, un projet voilà, où il y a encore des choses à faire évoluer, mais qui prend vraiment une belle forme et qui va pouvoir avoir une belle vision des gestes opérationnels. Merci Benjamin. Je ne sais pas si on a 2 minutes, mais est-ce qu'on laisse parler aussi le pilote s'il est là? Il y a un pilote normalement. Alors Monsieur rapidement, Monsieur Aletru, il est là ou pas? Rapidement alors. Je ne sais pas s'il est là. Non, je suis là, en effet, je suis là. Place aux acteurs de première ligne qui ont présenté en effet leur démarche, les travaux. Donc, félicitations à eux. Très rapidement, puisque place juste après aux questions. En tant que pilote, moi, ce que je retiens surtout de cette démarche, c'est qu'elle m'apporte beaucoup. En fait, moi, je suis responsable opérationnel. Donc, mon objectif, c'est tout simplement d'obtenir la meilleure efficacité de mon organisation, de mon entité. Et donc, en finalité, voilà, j'ai cette notion de performance à avoir et des équilibres. Et donc, le fait de disposer d'une cartographie des processus, et pour moi, c'est un outil extrêmement précieux pour mettre en œuvre derrière des améliorations continues. Et quand je peux, en plus, coupler avec une cartographie des risques et donc mesurer avec les différents interlocuteurs dans le domaine où je travaille, eh bien, quelles actions correctrices je peux mettre en place sur les différents risques, eh bien, c'est parfait. Donc, très bonne démarche, des retours, en fait, voilà, qui sont déjà, en fait, perceptibles. Et puis, encore une fois, une efficacité de cette démarche au bénéfice de l'opérationnel. Donc, pour moi, démarche gagnante.
Je vous laisse la parole. Merci encore. Merci. Merci Jean-Christophe. Sophie, on a quelques minutes pour les questions. Vous êtes passionnant, vous êtes très bavard, mais vous êtes passionnant. On l'a dit au début. On est incroyable. On avait prévenu. Ouais, mais en plus, vous êtes efficace parce qu'il y a pas mal de questions qui ont été répondues directement dans la conversation. Alors, je vais essayer de prendre les questions qui n'ont pas de réponse, ou pas encore. Jean-François demande quelles difficultés, éventuellement innovations afférentes, avez-vous rencontrées ou résolues dans la relation back-office, front-office à la Matmut? Ça, c'est avec la Yard. C'est ça, en fait. Donc, là, la question a été posée, en tout cas, sur l'aspect, en tout cas, direction technique, en fait. Donc, on a une direction sur laquelle on va essayer de s'appuyer aussi. Donc, on a un certain nombre d'éléments techniques à réaliser auprès de des opérations à réaliser auprès de nos assurés, donc auprès de nos sociétaires. Et donc là, l'objectif aussi, c'était de mettre cet aspect technique. Et donc là, le point, et c'est un point qui va être poussé par Laure aussi, mais c'est d'aller chercher nos collègues de la IARD pour leur présenter nos travaux et derrière d'aller aussi voir quelles sont leurs contraintes opérationnelles. Et je crois que Christelle, incessamment sous peu, tu vas les rencontrer aussi. Oui. Et donc, essayer dans certains de nos processus, on a des piscines. On va aller voir d'autres responsables. On ne peut pas définir ce qu'ils font aujourd'hui. Et donc, l'objectif, c'est d'aller commencer à travailler avec eux pour dire, voilà comment vous travaillez, voilà comment nous, on travaille, peut-être avoir ces axes d'amélioration avec eux. Et puis derrière, nous, se mettre à la place de ce back-office et que eux se mettent à la place de ce front-office. Et donc, cette visualisation, en fait, win-win, en fait, je sais comment tu travailles, je sais comment moi je travaille, tu sais comment moi je travaille, ça nous permettra en tout cas d'être le plus efficace possible. Et si on voit qu'il y a une inefficacité, c'est d'aller chercher en tout cas des pistes d'amélioration ensemble. Ok, ça répond à la question. Partiellement. Alors, Hamid demande, avez-vous introduit dans le cadre de ce travail un cas REX intéressant de l'agilité à l'échelle type SAFE, l'automatisation des processus avec le RPA? Alors, l'agilité, ce n'est pas une démarche qui est déployée à la Matmut. Il y a des pratiques agiles, Brahim l'a un petit peu évoqué, mais voilà, là, on est sur la mise en place d'une démarche de pilotage par les processus. On va même mettre du lean. Voilà, mon sujet, c'est pas de l'agilité. On n'a pas de sprint, on n'a pas de backlog. Voilà, c'est très clair. Moi, je suis pas rodée, je ne suis pas experte en agilité. Donc, finalement, c'est pour ça qu'on l'a mené un peu plutôt comme un projet cycle en V, voilà, pour être classique. Mais l'intérêt, c'est à chaque fois, Brahim l'a dit, à chaque fois qu'on produit quelque chose et qu'on y voit de la valeur, on le partage. Voilà. Donc, on a plutôt eu ce mode de fonctionnement. Et sur le volet automatisation, la Matmut, on a déjà des sujets d'automatisation déployés à la Matmut. Le RPA fait déjà partie aujourd'hui de nos sujets, et ça, même nonobstant la démarche processus. Mais forcément, nous, on a déjà identifié des processus candidats du RPA et préalablement, on a modélisé les processus de manière très, très fine. Donc, le volet modélisation est toujours d'une grande aide pour détecter de bons candidats à de l'automatisation de type RPA. D'accord. Guillaume demande comment vous avez articulé les démarches processus et Lean, Six Sigma. Alors, en fait, au niveau de l'équipe, d'abord, on était plutôt sur du Lean, sur de la résolution de problèmes, simple ou complexe. Et ce qui est tout de suite apparu, notamment en ligne, quand vous êtes sur la résolution de problèmes, dans votre première phase, vous décrivez l'existant pour identifier, localiser le dysfonctionnement. On a modélisé. En fait, on s'est d'abord appuyé sur l'activité de modélisation BPMN, voilà, pour partager une représentation graphique qui soit compréhensible par tous et de travailler ensemble à rechercher le problème, sa cause racine, et à se poser la question de ça, ce que tu fais là, à quoi ça sert? Si ça ne sert à rien, on peut peut-être le supprimer. Donc, en fait, on s'est d'abord servi du Lean sous l'angle Mouda pour introduire une acculturation processus sous l'angle de la modélisation. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Et finalement, plus ça va, plus on capte sous l'angle processus. Mais on a toujours une idée, quand on travaille en ligne, d'aller chercher sur de la simplification et de la chasse au gaspillage. Là, ce qu'on va faire,
dans le cadre de la démarche processus, c'est qu'à un moment donné, partager une même vision, c'est super, mettre ses risques, c'est bien, mais Brahim l'a dit, à un moment donné, que ce soit sous l'angle risque ou ailleurs, on va vouloir s'améliorer, gagner un peu plus de performance en termes de délai, en termes de coûts, en termes de risques. C'est là où le Lean va venir en renfort. Et c'est comme ça qu'on peut faire vivre une démarche participative et coopérative au plus près du terrain. Et ça va faire partie de nos défis. On en a parlé cet après-midi avec Manuel. On va embêter Brahim, c'est-à-dire que derrière, les compétences Lean, Six Sigma de l'équipe, on va les mettre à sa disposition pour que ça vive au plus près du terrain. Voilà. Alors moi, Et on va s'appuyer sur la démarche. Je m'embête On va pas. s'appuyer Plus sur je la traîne démarche. avec vous, plus je m'améliore, donc ça va. On te rend meilleur. Puis, sinon aussi le côté Lean et BPM, c'est si on va avoir, emmène un projet d'amélioration continue, après c'est de le mettre sous pilotage aussi, comme on a pu faire avec Sarah qui est là. C'est un autre port. On peut le voir aussi de cette façon-là. Lean, BPM pour mettre sous pilotage pour pérenniser. Ou BPM et après Lean pour les plans d'amélioration. Tout à fait. On lit tout le temps les deux. Alors, on a une question qui ouvre sur autre chose. Êtes-vous allé chercher, question de Guillaume, êtes-vous allé ou prévoyez-vous d'utiliser l'approche pour mesurer l'empreinte carbone de vos processus? Oui, puisque le sujet RSE, et on a une direction RSE au sein du groupe, et je l'ai dit en plus, la Matmut veut apporter sa contribution aussi sur des enjeux environnementaux. On a même au sein de notre direction un Green IT, on a des ambassadeurs RSE, et on sait que la réglementation, en plus on a signé un partenariat NZIA, donc on est vraiment très engagé sur la démarche. La réglementation va nous obliger très bientôt à produire un nombre faramineux d'indicateurs. Donc la réponse est oui, et j'en profite puisque on a voulu aussi agir de notre côté pilotage des processus de manière à anticiper, puisqu'on a intégré, j'ai une collaboratrice qui a intégré l'atelier organisé par France Processus, c'est processus et RSE. Voilà, justement pour nous aider, l'objectif étant de pouvoir lier les deux. D'accord. Dans la démarche que vous avez mise en œuvre, ça c'est une question de JCL. Quel lien a pu être fait entre la belle raison d'être de la Matmut et ce qu'on attend des conseillers? Alors, justement, la raison d'être étant… la raison d'être qui a été formalisée en 2021, ce n'est pas une nouveauté. Sa formalisation, finalement, en est une, mais ce qu'elle contient, elle anime la Matmut depuis sa création. Voilà. Donc ça, c'est déjà une évidence. Tout ce qui est écrit dans les engagements, c'est dans l'ADN de la Matmut et dans l'ADN de ses collaborateurs. Après, la raison d'être a été formalisée et il y a au sein du groupe des actions auprès de tous les collaborateurs pour justement se dire comment est-ce que chacun d'entre nous va pouvoir s'approprier et agir en suivant la raison d'être qui a été formalisée. Et forcément, on va s'appuyer sur l'approche processus pour que chacun puisse voir quelle est la place qu'il occupe aujourd'hui, quel est le service qu'il rend au sein du groupe, quelle est sa contribution et comment ces interactions avec les autres peuvent être plus efficaces, plus efficients possible, dans les meilleures conditions de travail. Après, on a deux remarques. Une qui souligne que vous avez mis en œuvre, donc c'est une remarque d'Amid, vous avez mis en œuvre concrètement l'intelligence collective, et Christine qui rebondit en disant « Je confirme, la démarche est très bien. Grâce à cette implication, cela permet de l'étendre et de sensibiliser les acteurs de la DSI et des métiers. Cela faisait perdre trop de temps sans. » Ensuite, on a une question de Nicolas Abrahim. Vous avez évoqué l'importance de conserver le vocabulaire propre à votre activité pour que le référentiel reste compréhensible pour tous. Avez-vous réalisé une modélisation permettant de définir l'ontologie et ou la taxonomie des notions utilisées dans les processus? Non. Non, parce qu'au final, aujourd'hui, on est aussi dans cette phase de… On en a parlé je crois que c'était hier ou avant-hier avec Emmanuel sur le glossaire, sur la façon dont on peut appréhender en tout cas les termes. Aujourd'hui, c'est vrai que la démarche processus sur une entité entière, et je parle sous le contrôle de Christelle, la Matmut, c'est la première fois.
donc de bout en bout sur l'ensemble des processus. Donc, on est précurseur, donc on va mettre nos acronymes et on va mettre comment nous, on parle côté opérationnel. Néanmoins, ça va aussi nous pousser à aller partager cette vision avec les autres entités, même si aujourd'hui ils nous comprennent, hein, mais la phase du dictionnaire aussi va être importante sur la partie compréhension. Et je crois que Manuel, vous menez des travaux, en tout cas ils ont initié des travaux côté processus pour que le dictionnaire soit harmonisé et que tout le monde comprenne en tout cas ce qu'on se dit. Et c'est le côté, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un des objectifs du projet, mais qui est compréhensible pour tous. Donc, nous, on va monter en charge pour comprendre tout ce qu'on nous dit d'un point de vue processus, certes, et ça, on va l'accompagner auprès de nos équipes opérationnelles pour acculturer aussi et pour avoir cette démarche-là. Mais de l'autre côté, je pense que pour les équipes risque ou les équipes processus, c'est de faire le pas vers les opérationnels. Donc, tout ça, en fait, chacun fait le pas vers l'autre et on va essayer de se comprendre comme ça. On a un dictionnaire qui existe chez nous, d'ailleurs, qu'on pourra utiliser pour intégrer dans la base, puisqu'on a fait ce travail de vulgariser nos acronymes, quand on y pense. Exactement, effectivement. Alors, Guillaume n'est pas sûr d'avoir tout compris. Les gestionnaires accèdent-ils à Signavo pour avoir de l'information? Ils l'auront en septembre. Pour l'instant, voilà, pour l'instant, c'est pas ouvert. On va l'ouvrir progressivement, d'abord aux lignes managériales, aux 2 lignes managériales, une fois qu'on les aura accompagnés, il y a notamment des actions de change. Et une fois qu'ils se seront appropriés l'ensemble des éléments mis à leur disposition, qu'ils y auront trouvé du sens pour animer leurs propres équipes, une fois qu'eux seront prêts, on se tournera vers la population des conseillers et dans le cadre d'un accompagnement, on ouvrira l'environnement de partage pour leur donner accès aux modélisations. On verra, on fera peut-être un petit peu plus simple. En fait, ce qui est appelé gestionnaire, chez nous, en réalité, c'est on va faire par couche. On va d'abord viser la ligne managériale, puis ensuite descendre par échelon au fur et à mesure, parce qu'on ne peut pas embarquer tout le monde en même temps. Donc d'abord, on va se mettre autour d'une table avec des ambassadeurs, et puis au fur et à mesure, on déploiera. Mais effectivement, on ne peut pas faire ça comme ça. Et il faut, comme disait Brahim, acculturer d'abord tout le monde. Et ça va se faire petit à petit. En fait, la question est posée sur comment on traduit ça auprès des opérationnels conseillers, comme le dit Christelle. Donc, est-ce qu'on fait un hub adapté, tout ça? Donc, tous ces éléments-là sont en cours et puis on va le construire avec notamment aussi, la chance qu'on a, c'est qu'on a un change manager. Et donc, au final, il faut qu'on mesure ces impacts-là pour être sûr que derrière, la démarche soit bien comprise, hein, et que derrière, ce soit quelque chose qui soit utilisé. C'est pas mettre du process pour mettre du process. Et tout à l'heure, on disait qu'on le faisait avec le terrain. Mais quand on le fait avec le terrain, en fait, on se met autour d'une table, on fait une réunion ensemble et il y a un partage d'écran qui est fait. Et donc, la modélisation, quand elle est faite, c'est bien évidemment de concert avec ces gestionnaires, entre guillemets. Hein, et donc, c'est une licence, finalement, qui est partagée. Et on regarde ensemble. Et je dis, voilà, le processus, il est écrit comme ça. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça correspond bien à ton quotidien? Est-ce que tel risque, ça te parle, etc. Donc, au final, ce n'est pas eux, chacun de leur côté, qui accèdent finalement au processus et à Signavio. C'est plutôt, on se met ensemble et puis on discute autour du projet. Ce qui fait une bonne transition avec la question de Tiaco. De JCL. Est-ce que vous laissez des degrés de liberté aux conseillers dans une logique d'automatisation de l'équipe, dans le champ des contraintes réglementaires et risques associés? D'autonomisation, quoi. Je n'ai pas bien compris le sujet de l'autonomie. Le fait de qu'ils deviennent autonomes, c'est ça? Je n'ai pas bien saisi la question. La question, je ne sais pas si ça s'applique compte tenu des contraintes réglementaires, mais est-ce que dans les réflexions que vous menez et les travaux que vous menez, est-ce qu'il y a des plages de degrés de liberté qui sont laissés dans les décisions auprès des conseillers et comment vous y aboutissez? Oui, il y a des… Alors, oui. Domaine de compétences, des domaines de compétences, des règles. Du risque. Oui, tout à fait. Nos collaborateurs, heureusement, ont de l'autonomie, mais c'est de l'autonomie maîtrisée.
sont en place des domaines de compétences. Et donc, les gestionnaires ou autres collaborateurs peuvent réaliser leurs activités dans leur périmètre de compétences et au besoin solliciter soit leur manager, soit des experts techniques. Voilà. Après, sur les processus dans lesquels ils sont acteurs, bien entendu, sont mis en place des contrôles de niveau 1 sous l'angle risque. Voilà, mais oui, on n'a pas les collègues ont le droit de on les fouette pas, vous inquiétez pas. L'objectif, c'est bien sûr dans un environnement maîtrisé. Voilà. Exactement. Et en fait, l'objectif aussi, c'est de faire part de cette intelligence de situation. Et c'est ça aussi ce qui va être important avec cette démarche-là, c'est lorsqu'on va commencer à les solliciter côté conseiller, c'est d'aller voir aussi peut-être des bonnes pratiques qu'on ne voit pas forcément. Donc, d'aller utiliser cette matière-là pour se dire, on est dans ce cadre de référence, que ce soit réglementaire et puis que ce que nous donne la direction des GIARD. Et en final, le geste réalisé par notre conseiller, il est de bon acabit, il améliore le processus, donc pourquoi pas l'utiliser en bonne pratique. Donc tout ça, en fait, c'est à la fois, ça monte du terrain et ça descend. Donc l'objectif, c'est bien cette rencontre-là entre le côté top-down et bottom-up sur cette démarche. Alors, je vais poser une dernière question, puis je vais rendre la main à Michel, sinon on va sortir du temps. On est déjà sorti, je pense, Michel, pour ton quart d'heure. Alan demande si vous pouvez nous éclairer sur les macro-processus transverses à plusieurs entités. Dès le départ, le groupe est très grand et là, dès le départ, même sur notre domaine de processus vente, Brahim, on a des macro-processus qui sont par définition transverses entre les PRS et une autre direction où il y a d'autres collègues, parce que justement, comme on disait tout à l'heure, quand ça sort de notre domaine de compétences, il faut qu'on ait des interactions avec d'autres collègues au sein du groupe. Un exemple concret, ce qu'on a fait dans le cadre de la démarche. Aujourd'hui, on a un processus qui est de la souscription de contrats prévoyance par nos conseillers, et on est parti solliciter une personne de la direction FIP chez nous, donc qui gère ces contrats prévoyance, pour nous assurer de la démarche qu'on réalisait, est-ce que c'était la bonne. Et au final, Manuel et Émilie le confirmeront, mais cette personne, en fait, a modélisé avec nous la souscription du contrat. Voilà, sa partie pour être sûr que derrière, nous, on comprenne ce qu'elle fait et qu'elle voit en tout cas, nous, la vision côté plateforme, ce que nous réalisons sur la partie prévoyance. Donc voilà, c'est ce genre de transversalité on va aller chercher. Mais il y en a plein d'autres parce qu'au final, comme le dit Christelle, on est un grand groupe, donc pas mal de transversalité, pas mal de directions sur lesquelles on travaille en coopération. On n'a pas encore modélisé. On est les premiers. Voilà. On vous rend la main. Merci pour ces témoignages magnifiques. Michel, je te laisse parler de l'actualité du club. Je prends la main pour quelques minutes, pour néanmoins respecter l'horaire. D'abord, moi, je suis doublement content de cette présentation. D'abord, pour la qualité de la réalisation actuelle, mais aussi future, et puis surtout pour l'enthousiasme que vous développez au sein de la Matmut sur ce schéma. Puis ma deuxième satisfaction, c'est de voir que concrètement, et nous, au niveau de France Processus, parfois on tient les discours, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que concrètement, on est capable d'y arriver. Et je crois que pour tous ceux qui sont avec nous, c'est un exemple fabuleux qui permet de montrer qu'une approche processus peut se mettre en place et apporte aussi des résultats. Alors, mon souci, c'est simplement de donner quelques brèves au niveau de France Processus. J'en ai 6. D'abord, le 16 mai, Christelle, tout à l'heure, parlait des 7 étapes de mise en place d'une démarche processus. Il se fait que, avec Gérard Maillet, Bonitasoft nous a demandé de présenter cette démarche dans le cadre d'un webinaire qui a lieu le 16 mai à 14h30. 16 mars. 16 mars, oui. J'ai dit quoi? 16 mai? Mais... Excuse-moi, 16 mars. Alors, si certaines personnes qui sont présentes ici veulent s'inscrire, vous pouvez aller sur notre propre site, www.franceprocessus.org, et vous avez capacité de vous y inscrire. Le deuxième point qui est important, le 6 avril, ça ne sera pas une plénière habituelle,
mais ce sera une plénière où on va faire notre assemblée générale. Alors, je sais qu'assemblée générale, souvent on dit, c'est quelque chose, entre guillemets, de pas marrant. Alors, ce qu'on va faire cette fois, c'est qu'on ira très vite sur ce qu'on peut appeler les présentations formelles, hein, bilan d'activité, financier, j'en passe, mais surtout, on va passer beaucoup de temps, au moins 1h30, d'une part à vous présenter les travaux du COS. Alors, qu'est-ce que c'est que le COS? C'est un comité stratégique qu'on a mis en place justement pour nous aider à redéfinir notre stratégie. Et donc, au cours de cette Assemblée générale, on veut vous présenter les travaux qui ont été faits, notre nouvelle stratégie, mais surtout mettre en place des groupes de travail qui vont réfléchir sur 4 thématiques qu'on indiquera. Et donc là, je vous invite à venir très, très, très nombreux à cette Assemblée générale, sachant qu'on va la faire en présentiel si on veut faire des groupes de travail, mais exceptionnellement pour notamment nos amis de Bordeaux et de Niort, eux-mêmes travailleront en distanciel. La formation, oui, c'est quelque chose qui est, je dirais, pas toujours bien couru, hein. Christelle en a parlé. Bon. Sur ce semestre à venir, nous avons 2 formations de prévues chez AFNOR. Hein, vous savez que nos cycles de formation sont abrités chez AFNOR Compétences. Ceci étant, ce sont les membres de France Processus certifiés CBPP qui les diffusent. Donc, on a une formation de 2 jours, 31 mars, qui est la mise en main du guide du management par les processus, formation qui est surtout destinée aux personnes dont la compétence en BPM et expérience est supérieure à 4 ans. Et après, vous pouvez vous faire certifier ces BPP directement. Et puis, pour des personnes dont, je dirais, la compétence ou le temps dans le domaine des BPM est beaucoup plus réduit, on fait précéder ces 2 jours de mise en main de 3 jours qu'on a nommé nouvelles approches du management par les processus. Formation, je pense, fort intéressante. Il y a encore des possibilités pour s'inscrire. Là aussi, vous avez sur l'onglet formation de notre site pour pouvoir vous inscrire. Michel, il y a une question à propos de l'AG. Est-ce qu'elle est en présentiel obligatoirement? Oui. Voilà. Oui, parce que si on veut faire des travaux de groupe, c'est très difficile de faire des travaux de groupe en distanciel. Alors, on parlait des ateliers et Christelle parlait d'un atelier sur l'empreinte carbone. Donc, on a 4 ateliers qui aujourd'hui sont en place, hein, processus et RSE, mais on mesure l'empreinte carbone, pratique d'un management responsable, processus et expérience client, et processus et nouvelles technologies qui va être lancé. Donc, il y a encore des possibilités hein, de s'inscrire à ces ateliers. Vous allez sur notre site, vie de l'association atelier, vous voyez quels en sont les responsables, et puis vous approchez des personnes responsables de ces ateliers si vous souhaitez échanger dans le cadre des ateliers. Je rappelle qu'un atelier, c'est un groupe de travail d'une 8-10 personnes, sur en général une période de 12-18 mois. L'idée, c'est sur une thématique comme celle que vous voyez ici, c'est de se faire une feuille de route, de travailler ensemble et de produire un livrable qui ensuite rejoint le patrimoine de l'association. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'au cours d'un atelier, on noue des contacts fort intéressants et on s'enrichit mutuellement. Et je pense que la participation à un atelier, ce n'est pas seulement le livrable qu'on produit en final, mais c'est surtout l'expérience qu'on tire de la pratique des uns et des autres pour son propre personnel. Et j'aurais tendance à dire qu'un participer à un atelier, c'est un investissement. Et puis 2 nouveautés que Sophie va lancer, hein, c'est quelque chose qu'on nous a demandé lors de la convention, c'est d'avoir ce qu'on appelle des groupes d'échange. Bon, l'idée, c'est quoi? C'est sur une thématique donnée, ceux qui sont intéressés échangeront sur un créneau de 2 heures environ. Donc, on a déjà quelques sujets, mais si d'aventure, vous avez des sujets qui peuvent faire l'objet de ce qu'on appelle un groupe d'échange, vous les envoyez à Sophie, avec son mail est inscrit ici. Et puis, les bouteilles à la mer, hein, là, c'est quelque chose d'un tout petit peu différent. L'idée qu'on développe, c'est que l'un de vous a une problématique, souhaite obtenir un peu l'avis de la communauté sur sa problématique. Eh bien, j'engage la personne qui a cette problématique de l'envoyer à Sophie, qui elle-même la postera sur notre plateforme communautaire dans l'onglet qu'on appelle « Bouteille à la mer », ce qui permettra ensuite l'interaction de chacun par rapport à la problématique posée.
Voilà en quelques brèves ce que je voulais apporter en complément de la très belle présentation et échange que nous avons pu avoir. Merci encore non seulement à Christelle et à Brahim, mais aussi à toute l'équipe de la Matmut. Michel, on est monté à 59 participants, on a le record. Michel, non seulement on est monté au moins à 60 il y en a plus participants. que ça. Il y a des gens qui sont J'ai vu 59, mais en tout cas, on a le record. Ça, moi, j'ai pointé des personnes qui sont parties et revenues. On est à plus de 60. Ouais. Oui. Bah, super. Donc, ça, c'est un record fabuleux. Ce qui montre quand même, nous allons, avec Sophie, articuler le programme des plénières dans les jours qui viennent, et vous l'aurez sur notre site. Mais on va faire la place belle au retour d'expérience, puisqu'on voit bien que apporter du concret attire beaucoup plus de monde. Ouais. J'ai noté, Christelle et Brahim, que vous reviendrez dans quelques mois. Dans quelques temps. Bon, oui, on ne va pas vous faire venir tout de suite. Laissez-le travailler. Voilà, Michel, bon, je crois qu'on a juste. Michel, je crois que Christelle veut vous parler. Oui, Michel, c'était juste pour me permettre de prendre 30 secondes et pas plus. Je voulais faire la promotion d'un article qui est disponible sur LinkedIn et qui a été écrit par Fabrice Falm. N'hésitez pas à vous mettre sur son compte LinkedIn. Prenez le temps de lire cet article. Il est franchement très profond. Il est hyper intéressant. Je vous en ai lu un petit extrait tout à l'heure. Sincèrement, allez-y, prenez le temps. Je crois que ça prend 7 minutes. N'hésitez pas, vraiment, vous apprendrez plein de choses et ça vous amènera à réfléchir et à en discuter entre vous. Voilà, c'était juste mon petit clin d'œil à Fabrice. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je compléterais volontiers ton propos en disant que lors de notre Assemblée générale, parmi les travaux qu'on va vous présenter, nous avons écrit un manifesto, nous avons préparé un manifesto destiné justement à sensibiliser les dirigeants, je dirais les dirigeants de tout niveau. Et on va vous faire découvrir notamment ce manifesto, qui derrière sous-tendra la stratégie de notre association. Et c'est sur les grands thèmes de ce manifesto, même s'il ne fait que 5 pages, mais il est structuré en 3 grandes parties. C'est sur ces 3 grandes parties qu'on souhaite effectivement vous faire travailler dans le cadre de l'Assemblée générale. Une raison complémentaire pour non seulement y venir, mais de faire venir tous les membres de l'association qui ne sont peut-être pas présents ici, mais pour lesquels on va, dans les jours qui viennent, lancer rapidement l'invitation. Donc, là encore une fois, vous allez découvrir des choses formidablement intéressantes et vous repartirez avec une bonne connaissance du manifesto qu'on a travaillé, qu'on va vous dévoiler. Et qui d'ailleurs fera l'objet, un peu plus loin, d'une action qu'on prévoit en juin pour des dirigeants, des journalistes, de manière à essayer de faire en sorte que France Processus devienne une association qui soit encore beaucoup plus connue qu'elle ne l'est actuellement. Merci à tous, merci. À Christelle, à Brahim, mais aussi à toute l'équipe encore de la Matmut, parce que je vois qu'il y a un travail merveilleux qui a été fait. J'allais dire, j'en ai rêvé, vous l'avez fait. Merci à toi, merci Michel, merci Fabrice, merci Jean-François, merci Gérard, parce qu'en toute sincérité, de tous nos échanges, formations, etc., c'est notamment grâce à vous, vous nous avez donné envie, ça nous a passionnés, vous nous avez écoutés, vous nous avez conseillés, et sincèrement, c'est aussi grâce à vous. Donc, c'est pas que conceptuel, d'un point de vue opérationnel, ça peut se faire, ça se fait et ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci, parce que c'est pour ça aussi qu'on a la foi. Oui, absolument. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci pour votre attention. Je vous invite à prendre connaissance du calendrier et des thèmes qui seront au programme des prochaines réunions plénières de France Processus sur www.franceprocessus.org. À très vite.